Bonsoir tout le monde. Je suis Frédéric Roitier, je suis le coordinateur du Centre Avec et j'ai l'honneur de vous accueillir ce soir ici pour cette soirée en co-organisation avec le Forum Saint-Michel. Et en fait, nous organisons 4 soirées autour de cette question de la recherche du bien commun, mais que nous déclinons à partir de thèmes que nous avons travaillés. Vous serez les bienvenus également sur une soirée sur les communs dans une semaine, mais également une soirée sur la situation des personnes sans papier immigrantes, et puis une dernière soirée sur ce qu'on appelle le tax shift en anglais, ou la réforme globale fiscale, dont on parle beaucoup, mais qui peine à se réaliser. Voilà. J'ai assez dit pour parler du contexte général. Je vous cède direct la parole à Simon-Pierre de Montpellier, qui est le rédacteur en chef de la revue et qui a préparé le dossier ici et qui sera un petit peu votre accompagnateur de la soirée. Bonne soirée. Bonsoir à chacune et chacun. Merci pour votre présence en nombre. Moi, je vais vous introduire le thème de la soirée et puis je vous présenterai aussi nos 4 intervenants et intervenantes de la soirée et je vous ferai un petit menu du déroulement aussi. Donc ce soir, on va aborder la question spécifique de la lutte contre les idées d'extrême droite. Alors, à tous les niveaux, l'extrême droite se montre de plus en plus menaçante. Dans beaucoup de pays d'Europe, elle n'a jamais été aussi présente depuis la Seconde Guerre mondiale. En Flandre, donc chez nous en Belgique, le Vlaams Belang occupe la tête des sondages. En Wallonie, il y a un nouveau parti d'extrême droite qui tente de s'implanter et qui est parrainé par le Vlaams Belang, le Rassemblement National et le Parti pour la Liberté néerlandais. Et plus profondément, selon une récente enquête Noir Jaune Blues réalisée en Belgique, plus d'un Belge sur 2 serait favorable à la retribalisation de la société, c'est-à-dire l'appel à l'autorité d'un chef, l'homogénéité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse, la méfiance vis-à-vis de l'extérieur perçu comme menaçant et de l'étranger envahisseur, et même l'adhésion pour certains au retour de la peine capitale. Donc on le voit partout, les idées, propos, actes d'extrême droite prolifèrent. Et à la veille des élections de 2024, à tous les niveaux de pouvoir, comme vous le savez, on va voter tout d'abord en juin pour les niveaux européen, fédéral et régional, et puis en octobre pour les niveaux provincial et communal. Eh bien, le Centre Avec a décidé de prendre cette problématique à bras-le-corps, en publiant notamment un numéro spécial de la revue en question sur cette thématique de la résistance aux idées d'extrême droite, et en lançant une campagne de financement participatif pour diffuser le plus largement ce numéro, et notamment grâce à un partenariat avec le journal Dimanche de Catobel, qui a été distribué aujourd'hui. Donc tous les abonnés, les 7200 abonnés du journal ont reçu le numéro de la revue en question. Et aussi d'organiser une série d'animations sur cette thématique, dont celle de ce soir. Alors justement, ce soir, pour discuter de cet enjeu, on a réuni un spécialiste de la question, Benjamin Biard, qui est docteur en sciences politiques, chargé de recherche au CRISP. Donc le CRISP, c'est le Centre de recherche et d'information sociopolitique. Il est aussi chargé de cours invité à l'UC Louvain. Et puis, pour en discuter au niveau vraiment politique, on a invité 3 candidats et candidates aux prochaines élections. Alors je précise d'emblée, parce que c'est une question qui nous revient souvent, qu'on a veillé un équilibre entre les partis pour l'ensemble du cycle, mais on n'a pas voulu inviter 5 ou 6 candidats pour chaque soirée pour vraiment favoriser la discussion et le dialogue avec vous, le public. Donc ici, il y a des partis qui ne sont pas représentés, mais ils seront représentés lors des prochaines soirées. Et donc nous accueillons Hamza Belakbir, qui est candidat à la 4e place de la liste écolo de Bruxelles au fédéral, Valérie Glatini, qui est candidate tête de liste du MR de Bruxelles au fédéral, et Andrea Rea, qui est candidat pour le Parti socialiste et qui poussera la liste de Bruxelles au fédéral. C'est exact? Voilà. C'est parfait. Merci à vous 4 d'avoir accepté notre invitation. Avant de passer la parole à Benjamin Biard, peut-être un petit programme de la soirée pour que vous n'ayez pas de crainte sur ce qui va se passer. Donc, on aura d'abord un décryptage d'experts de Benjamin Biard. Ensuite, je me permettrai de donner des éléments de complémentarité
et une analyse du centre-avec en environ 5 minutes pour compléter les propos de Benjamin. Et puis on laissera la parole à chaque candidat et candidate pendant 10 minutes chacun. Et puis ensuite, s'en suivra des discussions avec vous, entre vous. Vous verrez qu'il y aura des moments de discussion avec vos voisins, de réflexion personnelle, d'aller-retour avec les intervenants. Donc voilà, on a essayé de rendre les choses participatives. Voilà, je regarde si c'est bon et je laisse la parole à Benjamin Biard qui va décrypter les principaux enjeux politiques actuels par rapport à la lutte contre l'extrême droite. Voilà, merci beaucoup pour cette introduction et puis pour cette invitation. Bonjour à toutes et tous. Alors, on m'a proposé de commencer à faire un petit exposé d'une vingtaine de minutes. J'ai essayé de garder un œil à la montre pour dresser un panorama finalement de l'état de l'extrême droite en quelques mots. On ne pourra pas évidemment être exhaustif en la matière, mais je ne vais pas présenter finalement des recettes visant à lutter contre l'extrême droite, un guide pour lutter contre l'extrême droite. Je vais un peu me départir du titre de la conférence de ce soir, tout simplement parce que il n'y en a pas une qui peut marcher, ce serait un peu trop facile d'une certaine manière, et puis ce serait sans doute un peu prétentieux de ma part aussi de vous dire, ben voilà, si on applique ceci, on va lutter directement contre l'extrême droite. Il y a un ensemble de petites recettes qui complémentairement, d'une certaine manière, peuvent fonctionner. Mon ambition ici, c'est plutôt d'essayer de reposer quelques bases conceptuelles, sans être un peu trop théorique non plus, permettant de redéfinir ce dont on parle lorsqu'on parle d'extrême droite, et puis de faire un état des lieux sur la situation de l'extrême droite en Flandre, mais aussi dans le reste du pays, en Belgique, en évoquant notamment la situation en Belgique francophone et germanophone, où on sait, où on a l'habitude d'entendre que l'extrême droite est absente, mais on verra qu'on peut nuancer peut-être ce constat, en tout cas dans une certaine mesure, avec quelques éléments de réflexion qui feront évidemment l'objet d'échanges par la suite aussi. Alors, mais c'est pas grave. Alors tout d'abord, pour essayer de reposer les bases, comme je vous le disais, je vous propose d'essayer de redéfinir ce dont on parle lorsqu'on évoque cette extrême droite. Quelques éléments un peu théoriques, mais pour essayer de bien comprendre ce dont il est question. Je propose de le redéfinir en partant de l'idée même d'une idéologie. Une idéologie, finalement, politiquement, ce sont trois éléments. C'est une conception de la société telle qu'elle fonctionne, c'est une conception de la société telle qu'elle devrait être, c'est véritablement une perspective normative sur la société, et puis c'est un programme d'action. Alors si on applique ceci à l'extrême droite, ça nous donne trois éléments assez naturellement, de manière assez générale, et on verra qu'on peut le décliner, d'où je parle de concept parapluie, qui va englober des phénomènes distincts dans le titre de cette slide. Premier élément, une conception de la société telle qu'elle est ou telle qu'elle fonctionne. L'extrême droite est profondément inégalitaire. C'est une première caractéristique centrale de l'extrême droite lorsqu'on évoque cette idéologie ou les acteurs qui la portent, c'est-à-dire qu'elle va distinguer les individus sur la base de leur culture, de leur religion, de leur race entre guillemets, même c'est un terme, y compris à l'extrême droite, qu'on entend de moins en moins. Pour y revenir, il y a des raisons évidemment à cela. La différence civilisationnelle, Éric Zemmour en France a beaucoup parlé de civilisation et de la volonté de protéger la civilisation européenne lors de la campagne, des campagnes de 2022, présidentielle et législative en France. Et vouloir résorber ces inégalités dans la société est présenté comme étant un peu contre nature, d'une certaine manière. C'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique, c'est la perception de la société telle qu'elle devrait être, qui repose sur un nationalisme profond. Alors, pas seulement, ou pas tout à fait, un nationalisme de type régionaliste. Alors, le Vlaams-Belang, c'est le cas, avec la volonté finalement d'autonomie, voire d'indépendance d'un territoire par rapport à un ensemble plus global. Longtemps, ça a été le cas en Italie avec la Ligue du Nord, par exemple aussi, mais ce n'est pas le cas de toutes les formations, y compris d'extrême droite. Il y a un autre aspect quand on parle de nationalisme, c'est un petit peu comme une pièce de monnaie, on a les deux faces. Le premier qui serait un aspect plutôt régionaliste, et l'autre qui est une conception de la société selon laquelle il faudrait poursuivre un objectif d'homogénéité ethnique, civilisationnelle, raciale, culturelle, confessionnelle. Je reprends les critères que je viens d'évoquer au sein d'un territoire. Et donc, en ce sens, le nationalisme fait partie intégrante de la définition de l'extrême droite. En disant cela, je ne dis pas que tous les nationalistes sont d'extrême droite.
Par contre, l'extrême droite est systématiquement nationaliste. Je pense que c'est important de bien distinguer les deux, évidemment. Troisième caractéristique, c'est le radicalisme. C'est ce fameux programme d'action qui permet de tendre de la société telle qu'elle est perçue vers la société telle qu'elle est supposée être selon les porteurs de cette idéologie. Et ça, c'est un élément évidemment très important aussi de l'idéologie d'extrême droite, parce que ce n'est pas une droite plus à droite qu'une autre. On parle parfois de droitisation, de certaines formations politiques par exemple. L'extrême droite, ce n'est pas qu'une droite plus à droite qu'une autre, c'est aussi une idéologie qui pose fondamentalement question au regard de la démocratie. Soit par rapport au régime politique démocratique en soi, et ça existe encore. J'ai déjà, dans le cadre de mes recherches, rencontré des individus qui me disaient « on ne croit pas », des individus qui sont rassemblés dans des mouvements, des groupuscules généralement politiques, qui me disent « on ne croit pas en la démocratie, on ne croit pas qu'on pourra atteindre le pouvoir et changer les choses de l'intérieur, mais véritablement, on va prendre le pouvoir quand on sera prêt, quand on sera suffisamment nombreux et fort pour le faire. » Alors ça, c'est une partie de l'extrême droite. Aujourd'hui, la plupart des partis politiques qui se portent bien en Europe ne défendent pas nécessairement cette perspective fondamentalement antidémocratique. Par contre, ils continuent à mettre la démocratie sous tension si on considère la démocratie comme un ensemble aussi de valeurs et de principes. Par exemple, l'équilibre des pouvoirs, par exemple, les droits accordés à toute une série de minorités sexuelles, religieuses, ethniques, par exemple, dans la société. Et donc l'extrême droite, véritablement, à mon sens, ce sont ces trois éléments. Inégalitarisme, nationalisme et radicalisme, ensemble. Et on voit bien qu'on peut, finalement, la décliner de différentes manières. On va parler tantôt de populisme de droite radicale, parfois de néofascisme. Parfois on parle, je n'aime pas trop l'étiquette, mais de post-fascisme pour évoquer Fratelli d'Italia en Italie. On parle aussi de néonazisme, etc., etc. Ce sont autant de sous-types d'extrême droite. J'ai mis un petit lien ici qui renvoie à la revue qui vient d'être présentée par Simon Pierre il y a quelques instants, mais dans lequel j'ai eu l'occasion de rédiger un petit article sur ces éléments un peu théoriques de l'extrême. Alors, venons-en un petit peu à du concret d'une certaine manière. En Belgique, quelle est la situation de l'extrême droite? Évidemment, une situation très contrastée. Je ne vous apprends rien en disant ceci, avec une extrême droite qui se porte très bien en Flandre, déjà depuis de très nombreuses années. J'ai essayé ici de reprendre, en mélangeant plusieurs scrutins, depuis 1978, le développement de l'extrême droite au nord, Vlaams Blok devenu Vlaams Belang en 2004, et on voit qu'à part un tassement assez sévère, il faut le dire, à partir des élections communales de 2006 et jusque les élections locales de 2018, on voit qu'il y a quand même une croissance assez marquée, assez significative pour cette formation politique. Et je ne parle pas là d'autres mouvements, toujours très actifs, par exemple Skilden Vrienden, d'extrême droite, qui gravitent aussi dans cette galaxie d'extrême droite au nord du pays. Le Vlaams Belang, ici, je vous ai montré un graphique qui reprend l'évolution électorale de cette formation depuis plusieurs décennies. Les sondages, presque de manière constante depuis 2019, et pour la quasi-totalité d'entre eux, nous indiquent que le Vlaams Belang arrive en tête des intentions de vote. Les sondages n'ont pas valeur prédictive, il faut toujours rester prudent évidemment par rapport à ça, mais à un moment donné, après plusieurs dizaines de sondages qui vont dans la même direction, ça c'est, sauf erreur, le dernier qui a été publié il y a pas très longtemps, et on voit qu'on peut s'attendre à ce que certains appellent un nouveau dimanche noir, en faisant écho à cette fameuse croissance de l'extrême droite le 24 novembre 1991, ou en tout cas un développement de l'extrême droite assez conséquent en Flandre. Alors il y a évidemment ce cordon sanitaire que l'on connaît depuis de très nombreuses années, depuis la fin des années 80, début des années 90, et qui s'applique à l'encontre du Vlaams Blok et Vlaams Belang. Un des enjeux de ces élections, ça va alors être d'analyser le développement électoral du Vlaams Belang au nord du pays, mais aussi de voir dans quelle mesure ce cordon sanitaire va résister d'une certaine manière. Il y en a déjà plusieurs indicateurs, je ne vais en reprendre ici que 3-4, mais on peut les multiplier, qui nous indiquent que peut-être qu'on se rapproche d'une rupture du cordon sanitaire, à nouveau sans vouloir anticiper ce qu'il va se produire. Ce n'est peut-être pas le scénario numéro 1, mais on a peut-être rarement été aussi proche d'une rupture à différents niveaux de pouvoir. Je repris ici tout simplement les propos du ministre-président flamand Jan Jan Bon il y a quelques semaines, qui considère que le Vlaams Belang est un parti comme un autre, ce qui ne sont pas des propos anodins lorsqu'on parle de l'extrême droite. Je viens de le rappeler, notamment au regard de la démocratie, dans mes quelques mots introductifs. Autre exemple, ce sont les propos de Gwendoline Rutten, la présidente de l'Open VLD il y a quelques années, on était ici en 2019, qui a déclaré que Bart de Wever lui avait proposé de gouverner ensemble en Flandre.
Elle aurait refusé. Alors Bardewever ne l'a jamais validé, a toujours nié cela. Néanmoins, Gwendoline Rutten a répété à plusieurs reprises que c'était une offre qui lui avait été faite. Où est la réalité? Évidemment, je ne me permettrai pas de trancher, mais c'est un indicateur supplémentaire qui montre qu'il y a quand même des discussions, qu'il y a quand même des interrogations qui se tournent autour de cela. Allons au niveau local, parce qu'après les élections du 9 juin, il y a les élections du 13 octobre, évidemment, qui vont intervenir, et où il y a là aussi un véritable enjeu. Soit parce que l'extrême droite pourrait remporter une majorité absolue dans l'une ou l'autre commune. Un cas qui sera intéressant à observer, c'est celui de Ninove. On a vu, c'est l'image que j'ai reprise en haut à gauche de cette slide, que suite aux élections d'octobre 2018, la question s'était sérieusement posée. Bardewever ne l'a d'ailleurs pas immédiatement écarté comme scénario. Et puis il y a le cas, que j'ai repris ici au milieu, ça me fait un petit peu fourre-tout à travers mes images, mais pour montrer aussi visuellement que ça se multiplie, de Grimbergen, où on a aujourd'hui à Grimbergen un bourgmestre qui a été pendant 20 ans parlementaire, Vlaams-Belang, dans la personne de Bart Laaremans, et qui dans les années 2000 a même tenté de devenir le président de la formation politique en concourant au scrutin interne. En collaboration dans un premier temps avec la NVA et puis l'Open VLD, Bart Laaremans était alors échevin, et puis depuis 2022, l'Open VLD était renvoyé dans l'opposition, c'est le CDNV qui est monté à bord. On voit donc ici, cette personne a quitté le Vlaams-Belang, mais qu'il y a une forme de rupture du cordon sanitaire. Ce n'est pas une coalition avec le Vlaams-Belang. Enfin, on peut légitimement se dire que Bart Laaremans n'a pas évacué du jour au lendemain l'ensemble des idées qu'il a défendues pendant 20 ans au sein du Parlement fédéral. Ça, c'est pour le côté flamand. Côté francophone, je vous le disais, on a parfois tendance assez rapidement à dire il n'y a pas d'extrême droite de ce côté. Je serais plus nuancé parce qu'il y a des partis, on en a eu un certain nombre. Le Front National, par exemple, créé en 1985 par le docteur Daniel Ferré, qui a obtenu des élus du niveau local au niveau européen, et aussi connu toute une série de scissions à travers le temps. L'une d'entre elles, enfin, c'est le parti qui se présente comme le successeur du Front National, c'est le parti Agir, dirigé par M. Nicotra dans la région de Charleroi. Le parti Agir existe toujours, même s'il y a du mouvement autour de lui aujourd'hui. Il avait déposé des listes en 2019, par exemple. Autre formation qui a désormais presque 25 ans, c'est le parti Nation, qui se présente comme nationaliste révolutionnaire. Alors là, on est chez un parti plus radical encore que le Vlaams-Belang ou le Rassemblement national français. Un des partis frères de Nation, c'est le NPD allemand. C'est Obdoré en Grèce. Vous en aurez sans doute déjà entendu parler. C'est ce parti néo-nazi qui, d'ailleurs, sur décision judiciaire, a été reconnu il y a 2 ou 3 ans comme étant une organisation criminelle. On voit donc qu'on est ici dans un parti d'extrême droite assez musclé, qui semble en déshérence aujourd'hui, mais qui existe, en tout cas qui tente encore d'exister aujourd'hui. Il a connu lui aussi ses scissions, le Parti national européen, on est en 2019 ici, le PNE. Je vais un peu vite, mais pour revenir évidemment sur ces cas, ici le but c'est de vous montrer la palette de partis qui a existé ou qui existe encore, pour déboucher sur un cas particulier dans un instant. Le Parti populaire, évidemment, qui ne s'est pas développé d'emblée comme un parti d'extrême droite, mais à travers le temps, finalement, s'est radicalisé, a entretenu, a développé des discours, des propositions qui mettaient sous tension la démocratie, comme je le disais tout à l'heure notamment, et qui permettaient alors au CRISP, on a à un moment donné commencé à le qualifier comme étant un parti d'extrême droite. Plus récemment, alors, oui, je vais revenir sur récemment dans un instant, j'ai ici remis en évidence quelques facteurs qui permettent de comprendre peut-être ce déséquilibre ou ce contraste entre la situation en Flandre et dans le reste du pays, en Belgique francophone et germanophone. Premier facteur peut-être, ce sont les querelles intestines que l'extrême droite au sud du pays connaît depuis de très nombreuses années. J'ai cité le Front National, il a rencontré plusieurs dizaines de scissions, c'est évidemment énorme. L'absence d'un leader charismatique suffisamment capable de rassembler les troupes derrière lui. Le rôle de la société civile, qui est extrêmement important aussi, évidemment. On a une société civile extrêmement organisée, une société civile au sens très large. On peut y inclure des organisations syndicales aussi, par exemple, pour lutter contre l'extrême droite. Lutter à travers des opérations socio-éducatives, culturelles, notamment auprès des plus jeunes, mais aussi sur le terrain, par exemple, pour empêcher l'accès à certains bâtiments à l'extrême droite, pour empêcher qu'elle puisse physiquement se réunir, par exemple. Là, je décris des éléments, mais c'est un des éléments qui permet de comprendre aussi la difficulté que rencontre l'extrême droite en Belgique francophone et germanophone à se développer. Le cordon sanitaire médiatique, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais ce mécanisme par lequel les représentants de l'extrême droite ne sont pas invités en télé ou en radio
en direct, finalement, qui réduit la visibilité de l'extrême droite et qui a pour effet, à mon sens aussi, d'entretenir l'idée selon laquelle ce n'est pas un parti comme un autre. Ce ne sont pas des partis respectables, et ça vient couper l'herbe sous le pied de toute une série de stratégies de dédiabolisation qu'essaient de développer ces formations déjà depuis un certain nombre d'années, certainement sous le modèle, entre guillemets, de Marine Le Pen avec le Front National en France. Cinquième facteur, mais il y en a certainement d'autres, j'en évoque ici ceux qui me semblent les principaux, c'est la faiblesse d'un sentiment d'identité national, communautaire, régional, belgicain peut-être, de ce côté du pays. Quand on se souvient de la définition de l'extrême droite, au sein de laquelle on retrouvait cet élément nationalisme, eh bien, on comprend qu'il est plus difficile de faire tenir ces discours par essence nationalistes lorsque ce sentiment d'identité nationale est déjà moins structuré, je dis pas qu'il est absent, mais moins structuré, ou moins présent en tout cas, qu'en Flandre par exemple, ou qu'en France, sur une base nationale, le modèle républicain tel que le défend notamment Marine Le Pen ou Éric Zemmour en France, pas seulement par exemple. Alors la véritable question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette situation est immuable? Est-ce que ce contraste finalement, avec une extrême droite qui se porte très bien en Flandre et qui est confinée aux marges du système politique et partisan, est faite pour durer? Est-ce qu'il y aurait une forme d'immunité naturelle face à l'extrême droite de ce côté du pays? Moi, je serais assez modéré par rapport à cette question et je pense qu'il faut rester prudent. Trois éléments, trois arguments peut-être pour le développer, et ce seront les trois arguments de fin. C'est de regarder d'abord ce qui se passe à l'étranger. De regarder certains pays qu'on a cru parfois pendant des décennies immunisés, entre guillemets, j'aime pas trop le terme, mais il décrit assez bien quand même ce dont il est question, face à l'extrême. Premier cas peut-être, enfin premier que je vais vous présenter, je ne sais pas dans l'ordre s'il y en a un premier ou l'autre, mais c'est le cas espagnol. Depuis la chute de la dictature franquiste, on a cru que l'extrême droite était à tout jamais écartée du jeu politique, notamment parce qu'un parti de gauche radicale, Podemos, se développait bien. On s'est dit, tiens, un pays particulièrement marqué par la crise économique et financière de 2008, qui ne voit pas se développer une extrême droite, c'est particulier. Ça a posé toute une série de questions. Et on voit depuis 2013 un nouveau parti qui s'appelle Vox, qui essaye de se développer. Et alors, on n'a pas, désolé, on n'a pas le bas du graphique, mais enfin, on est sur 2014, 2015, 2016, des résultats tout à fait marginaux. Et puis en 2019, ce sont les deux premiers grands bâtonnets. Il y a eu deux élections, parce qu'il n'y a pas qu'en Belgique qu'on a du mal parfois à former des gouvernements. En Espagne, c'est particulièrement le cas aussi, même si les règles institutionnelles sont un petit peu différentes. Il y a eu deux élections nationales en Espagne. On voit qu'entre les deux élections, le parti Vox a réussi à encore améliorer son score, et il l'a encore montré, même s'il y a eu un petit recul, mais franchement, ça reste un résultat qui n'est pas négligeable. Pour moi, il a démontré sa capacité à s'ancrer dans le paysage partisan espagnol lors des élections de juillet dernier. Autre cas, plus récent encore, c'est le cas du Portugal. Le cas du Portugal, où là aussi, depuis 1974, on s'est dit l'extrême droite, elle ne se développera plus. On est encore marqué par la dictature, on est encore réticent sur ces questions, et dans les faits, certains partis d'extrême droite ont tenté de s'y développer, mais avec beaucoup de difficultés, sans véritablement réussir à décrocher des sièges parlementaires. Là, c'est beaucoup plus récent, on est en 2019, avec un nouveau parti qui s'appelle Chega, qui signifie « ça suffit », qui se développe, et on voit, oui, là on le voit, à partir de 2019, déjà un premier siège remporté par cette formation. Élection suivante, 2022, on a 12 sièges, multiplie par 12 cette représentation parlementaire. Et puis en mars 2024, donc on est vraiment ici il y a quelques semaines, 48 sièges qui sont remportés par cette formation politique, qui se stabilise au rang de troisième formation au niveau national dans la hiérarchie des partis. Là aussi, on a un deuxième cas qui nous illustre, je pourrais y ajouter l'Allemagne ou d'autres pays encore, qu'il n'y a pas d'immunité naturelle dans un pays ou dans une région face à l'extrême droite. Premier argument. Deuxième argument, je vais venir là-dessus dans un instant, c'est de regarder ce qui se passe du côté de la demande électorale. Dans quelle mesure, finalement, il n'y a pas un terreau prêt à voter pour l'extrême droite aussi du côté francophone et germanophone du pays. Je pense, enfin, je suis plus que le penser, puisqu'on a des enquêtes qui permettent de l'attester, des enquêtes d'opinion particulièrement, que finalement, les attitudes en matière migratoire, en matière sécuritaire, ne sont pas plus strictes, ne sont pas plus sévères nécessairement en Flandre qu'ailleurs dans le pays. Simplement, c'est l'ordre des priorités accordées aux enjeux qui est différent. Mais lorsque l'on pose la question
à un Flamand ou à un Wallon de savoir est-ce que, peut-être une distinction à certains égards au niveau bruxellois, mais quant à savoir est-ce que selon vous l'immigration accroît les problèmes d'insécurité dans le pays? Est-ce que l'immigration appauvrit la vie culturelle ou est-ce que l'immigration accroît les problèmes de chômage par exemple pour les nationaux? Eh bien on est dans des proportions assez similaires, parfois même plus importantes en Wallonie qu'en Flandre. Donc on voit qu'il y a, je ne prends que ces quelques exemples, mais il y a un terreau, il y a une demande électorale qui existe. Il n'y a pas d'immunité, il y a une demande, dans une logique presque économique, s'il y a une demande, on peut regarder s'il y a une offre. Et là, on voit que, j'ai déjà présenté quelques exemples qui n'avaient pas fonctionné, mais il y a quand même certains partis, et notamment, alors spécifiquement en Wallonie, n'a pas la vocation pour le moment de se développer à Bruxelles, mais un nouveau parti qui essaie de se développer, c'est le parti Chez Nous. Parti créé en 2021 par d'anciens représentants du Parti populaire, et puis ensuite pour l'un d'entre eux, des listes de Stex en 2019, qui essaie de se développer avec d'emblée un réseau clairement catégorisé à l'extrême droite de l'échiquier politique, et puis une idéologie et des discours qu'on peut rapprocher de l'extrême droite. J'ai repris ici l'affiche principalement sur les réseaux sociaux, qui a été présentée pour annoncer le meeting fondateur en octobre 2021 de ce nouveau parti d'extrême droite. En présence, vous le voyez, de Jordan Bardella et de Tom Van Grieken. On voit tout de suite les soutiens dont parvient à bénéficier cette formation politique. Alors, sur le plan idéologique, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais simplement, ça reste un des thèmes majeurs et centraux, d'autant plus que vous allez en parler encore dans une conférence ultérieure, donc je fais juste une petite incise en la matière, la question migratoire, évidemment. Et là, j'ai repris quelques illustrations sur les réseaux sociaux, parce que c'est un parti très présent sur ces plateformes de communication qu'on retrouve, assez classique de l'extrême droite. 82% de migrants en plus depuis janvier, l'immigration pour nous, c'est non. Le message est clair. 92% de l'augmentation de la population belge provient de l'immigration, reprenons le contrôle. Là aussi, un message assez classique de l'extrême droite. Rien ne nous oblige à subir une immigration qui transforme notre pays. Celui qui ne respecte pas son pays d'accueil ne mérite pas d'y vivre. Supprimons le regroupement familial. Le Vlaams-Belang, lui, il veut le durcir. Ici, on veut le supprimer purement et simplement, même si dans les discours, on voit parfois que ça évolue dans le chef de ce parti aussi. Puis la politique de préférence nationale classique. Réservons les aides sociales aux Belges, par exemple les logements sociaux. Et puis, dernier exemple, non-droit de vote des étrangers. Je reprends juste quelques illustrations ici, mais pour montrer qu'on est bien dans des propositions qui sont presque parfois des copier-coller de ce qu'on retrouve dans le programme, par exemple, du Vlaams-Belang. Pour l'essentiel, en fait, ici, déjà dans le programme du Vlaams-Blok au début des années 90, notamment dans ce fameux plan en 70 points pour résoudre, je cite, le problème de l'immigration en Belgique. Le fameux plan qui avait contribué à changer aussi l'attitude d'autres partis à l'égard du Vlaams-Belang. Alors j'ai repris ici, mais là, pas pour les analyser ensemble, d'ailleurs c'est certainement très petit, mais quelques éléments, capture d'écran en réalité d'une partie du programme de ce parti en matière migratoire, plutôt pour le clin d'œil, parce que ça fait souvent l'objet de discussions aussi. On retrouve ici la volonté de défendre les droits des femmes dans ce programme. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut lire ce qui suit, lutter contre l'islamisme qui fait reculer leurs libertés fondamentales, et puis surtout le chapitre dans lequel s'insère la volonté de défendre les droits des femmes, qui est l'unique insertion de cette proposition dans le programme, c'est dans le chapitre sur la lutte contre l'islamisme. Donc on voit ici, d'une certaine manière, certains appellent ça le fémonationalisme. Fémonationalisme, merci. On est ici dans une volonté d'instrumentaliser en réalité cette thématique pour mieux défendre un agenda identitaire et migratoire. Alors très brièvement, simplement, et ce seront mes derniers mots, quelles sont, si j'ose dire, les forces et les faiblesses de cette formation politique, pour mieux savoir comment l'appréhender aussi à la veille de ces élections du 9 juin. Une force, me semble-t-il, importante, c'est le soutien dont elle bénéficie de formations d'extrême droite qui se portent, elles, très bien. Le Vlaams-Belang, le Rassemblement national, j'ai repris ici une illustration, un communiqué de presse qui indique que Geert Wilders soutient le parti Chez Nous. Il a fait une vidéo dans laquelle il appelle à voter le parti Chez Nous. Geert Wilders, c'est le grand vainqueur des élections du 22 novembre dernier aux Pays-Bas et qui essaie de former un gouvernement, contribue en tout cas à travers son parti à former un gouvernement aux Pays-Bas. Ce soutien, ce n'est pas qu'un soutien moral, si j'ose dire. Il semblerait qu'il y ait des transferts financiers entre le Vlaams-Belang et le parti Chez Nous, qui permettraient alors de développer notamment une communication
assidu sur les réseaux sociaux, pointus. Ses soutiens, c'est aussi, par exemple, le fait que le Vlaams Belang a promis de ne pas déposer de liste électorale en Wallonie lors des élections du 9 juin. Pour le rappel, il l'avait fait en 2019, c'était aux alentours de 18 000 voix que ce parti avait récolté, mais c'est déjà un petit réservoir de voix, c'est pas énorme, enfin 18 000 voix sans avoir mené campagne, et puis pour l'essentiel avec des listes incomplètes et des personnes qui n'étaient pas domiciliées en Wallonie, c'était quand même déjà franchement pas si mal que cela, et donc on voit qu'il y a déjà une capacité peut-être à aller grignoter quelques voix supplémentaires. En échange, cette formation ne déposera pas de liste à Bruxelles pour laisser aussi le champ davantage libre au Vlaams Belang, c'est le fond de leur accord. Donc c'est une première force, c'est ce soutien dont il bénéficie en Belgique et à l'étranger, parce que ces dernières années, c'était loin d'être évident pour toutes les autres formations politiques d'extrême droite. Le Front National, ces dernières années, a même subi des pressions judiciaires pour renoncer au logo, au nom Front National. Deuxième force, c'est sa capacité à rassembler, en partie en tout cas, pas complètement, mais les forces d'extrême droite disséminées en Wallonie. J'ai cité tout à l'heure, pas de manière anodine, le parti Agir, qui se présente comme le successeur du Front National, le PNE, cette scission du parti Nation, souvenez-vous, eh bien ce sont des partis qui se sont réunis derrière le parti Chez Nous, essentiellement en province de Liège, de Hainaut, pardon, mais pas seulement. Mais on voit qu'il y a une volonté et une capacité au moins partielle à rassembler l'extrême droite. Troisième force, peut-être, c'est l'appellation de ce parti, Chez Nous. Pourquoi ? Parce que, je vous disais tout à l'heure, il y a cette faiblesse du sentiment d'identité, d'appartenance. Chez nous, c'est facile parce que c'est un petit peu chez tout le monde et chez n'importe qui à la fois. Lorsqu'on pose la question à des représentants de cette formation politique, c'est chez qui chez nous ? Certains me disent c'est la Belgique, on est des Belgicains. D'autres, d'ailleurs, ont déjà quitté le parti parce qu'ils ne pouvaient pas considérer ou concevoir qu'on collabore avec le Vlaams Belang qui veut la scission de la Belgique. D'autres se disent non, c'est la Wallonie. D'autres encore me disent c'est l'Europe comme civilisation à protéger. Chez nous, c'est assez rassembleur d'une certaine manière, et donc c'est un nom peut-être, en plus, qui situe clairement idéologiquement cette formation politique. C'est un petit peu la phrase qui est chantée lors des meetings d'extrême droite, tout confondu dans le milieu francophone, en France, en Belgique notamment, mais pour moi, c'est aussi un élément qui peut potentiellement l'aider. Quatrième élément, c'est sa présence sur les réseaux sociaux, très importante, avec un investissement de grosso modo 25 000 € depuis sa création sur les réseaux sociaux. C'est pas beaucoup si on considère que le Vlaams Belang, juste en 2023, c'est presque 1 700 000 €. Mais enfin, pour un parti qui a priori commence à se développer, malgré le cordon sanitaire médiatique, avec a priori, même si on voit que le Vlaams Belang lui donnerait un certain nombre de moyens, c'est quand même pas tout à fait anodin. À côté de ça, il y a des difficultés, et je ne fais que les citer pour conclure sur cela, qui persistent. C'est le cordon sanitaire médiatique encore et toujours, même si on peut questionner l'évolution de son efficacité compte tenu des réseaux sociaux, mais je crois qu'elle persiste. Et puis la société civile qui reste plus que jamais mobilisée contre l'extrême droite en Belgique francophone et particulièrement contre le parti Chez Nous. Alors j'ai consacré une recherche, donc si ce parti en soi vous intéresse, vous pouvez poursuivre la lecture avec ce courrier hebdomadaire du CRISP, et je n'irai pas plus loin. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Benjamin, c'était passionnant. Alors, quelques compléments par rapport à cette excellente présentation qui nous tiennent à cœur au Centre Avec et que nous avons pu aussi analyser à travers le dossier de notre revue en question. Tout d'abord, deux compléments d'analyse. C'est une peut-être bête précision, mais c'est de préciser tout d'abord que même s'il n'y a pas de parti organisé qui arrive pour le moment à percer en Belgique francophone, mais on est tout d'abord concerné par ce qui se passe en Flandre en tant que Belge, mais aussi ailleurs en Europe, et on sait que les mouvements d'extrême droite s'alimentent également entre pays et entre régions. Un deuxième élément qui nous tient aussi à cœur de rappeler, c'est que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de parti d'extrême droite au pouvoir ou dans les parlements que les idées d'extrême droite ne percolent pas, que ce soit dans d'autres partis politiques ou au sein de la société, et même chez chacune et chacun d'entre nous. Donc c'est important aussi de faire son introspection. Et alors ensuite, quelques pistes d'engagement qui sont aussi issues de la revue en question.
C'est pour lutter donc contre l'extrême droite. C'est peut-être tout d'abord tout simplement d'essayer de démasquer l'extrême droite, ses idées autoritaires et discriminatoires, les reconnaître, les décrypter, les détricoter, ce qui en fait est de plus en plus difficile à réaliser, donc qui nous demande un sursaut d'exigence en raison des stratégies de dédiabolisation et de lissage des discours. Par exemple, François Debras, qui est politologue, a écrit un article assez intéressant dans la revue qui montre que dans les discours de l'extrême droite, on ne parle plus de race, mais de culture et de religion qui s'opposent. On ne parle plus de racisme, enfin, on ne fait plus référence au racisme, mais à des distinctions entre individus assimilables et non assimilables, par exemple. On n'évoque plus l'inégalité en tant que telle, mais des différences naturelles, du coup, contre lesquelles ça ne servirait à rien de lutter. On est moins dans la haine de l'autre que la protection de soi, donc c'est un peu des nuances qu'on invite à détecter. Et même la notion de démocratie est énormément utilisée maintenant par les partis d'extrême droite, et donc en fait galvaudée, parce que si on analyse un peu plus en profondeur, on remarque que c'est une vision nationaliste et identitaire de la démocratie. Un second aspect pour lutter contre les idées d'extrême droite, Benjamin les a évoqués à la fin de son exposé, c'est des instruments politiques, médiatiques et juridiques. Donc il y a le cordon sanitaire politique au niveau flamand et francophone, médiatique au niveau francophone, et puis toute une série d'arsenals juridiques, tu en parles très bien dans ton article. Et ça, je vous invite à consulter tout le travail de UNIA, donc l'Institut interfédéral de lutte contre la discrimination, parce qu'ils font tout un travail d'accompagnement juridique, mais aussi de recommandations politiques par rapport à ces aspects-là. Ensuite, le maillage associatif, l'importance d'un maillage associatif très fort avec des corps intermédiaires, des syndicats, des services publics, sociaux, de proximité, des associations d'éducation permanente, je me permets un peu de pub, et puis aussi une militance antifasciste. On remarque par exemple qu'en Allemagne récemment, suite justement à des sondages qui montraient que l'AfD était en force, il y a eu des grosses mobilisations, des centaines de milliers de personnes dans les rues en Allemagne qui se sont mobilisées, et suite à ça, les sondages ont baissé pour l'AfD, donc ça montre qu'il y a de l'espoir et qu'on peut se mobiliser. Et puis un dernier élément, c'est de s'attaquer aux causes profondes de la montée de l'extrême droite, sans en appliquer les recettes et les méthodes. On peut penser par exemple à la précarité et les inégalités, à la crise de la démocratie représentative, etc. etc. Et ça, peut-être que vous évoquerez aussi certains de ces aspects. Donc je ne vais pas prendre davantage de temps. Je vais laisser la parole à Christophe Renders, notre collègue, qui va proposer aussi un cheminement avec le public. Voilà, bonsoir à tous. Premier petit temps participatif pour cette soirée. Ce qu'on vous propose, c'est dans les 2 minutes qui viennent, avec votre voisin, d'essayer de vous rappeler 2 mots que vous gardez de ce que vous avez entendu jusqu'à présent, de ce que Benjamin dit, de ce que Simon-Pierre dit, 2 mots qui vous ont frappé, ou 2 mots qui vous ont ouvert un petit peu l'esprit sur la question de l'extrême droite aujourd'hui. Ça, c'est les consignes pour vous, public, et à nos 3 candidats politiques. Je vous invite à préparer une question que vous auriez à adresser à Benjamin Billard. Merci pour votre participation. Alors, maintenant, je vais laisser la parole aux candidats et candidates pour poser une question, peut-être de précision ou autre, d'intérêt, etc., à Benjamin Billard, et qui aura, je propose que vous les posiez l'un à la suite de l'autre, et puis que tu y répondes ensemble. Je suis votre quota féminin. Bonsoir à tous. Je trouve que déjà ce débat est très intéressant et vous remplissez vraiment votre rôle de centre d'éducation permanente. Donc déjà félicitations. Allez droit au but. Moi j'ai juste un regret, si je peux, ou en tout cas une question, une interrogation, c'est que il me semble que dans le paysage francophone, vous l'avez dit, l'extrême droite n'est pas vraiment représentée, même si bien sûr il y a des idées qui peuvent être diffuses, mais par contre il y a un parti qui est numéro 1 à Bruxelles, qui est l'extrême gauche, le PTB. Et donc je me demandais pourquoi on n'aborde pas cette question-là, parce qu'elle me semble encore beaucoup plus criante, dans le sens où il y a du côté
d'une formation d'extrême gauche que nous connaissons, une même recherche d'un bouc émissaire. Donc pour l'extrême droite, c'est l'étranger qui est responsable de tout, pour l'extrême gauche, c'est le patron, c'est le riche. Et donc je me demandais pourquoi on n'aborde pas ça, alors qu'il me semble que l'extrême gauche est beaucoup plus puissante dans l'espace francophone, d'après les sondages, elle est numéro 1 à Bruxelles, alors que l'extrême droite me semble certainement une menace diffuse, et vous l'avez dit, et c'est très juste. Voilà, c'était une question que j'avais. Alors, moi je vois que la question écologique fait partie de vos champs de travail, et je voulais voir quel est le rapport qu'a l'extrême droite, qu'elle soit belge ou européenne en général, à la question écologique, à la question du climat en particulier, notamment sur les mesures environnementales. Est-ce qu'il y a un positionnement là qui est très clair et qu'il y a une tendance dans les différents positionnements? Voilà. Merci beaucoup, merci déjà pour l'invitation et effectivement pour la dimension d'éducation permanente que ceci implique. Je permettrai de revenir sur la remarque dans mon intervention à ce que faisait Mme Platini. La question c'est plutôt sur la population. Est-ce que c'est possible d'avoir de l'extrême droite dans une région qui est la région bruxelloise où 67% de la population a un ascendant étranger qui rend difficile de savoir mais c'est quoi un bruxellois? Comment est-ce qu'on construit une identité nationale à partir du moment où tout le monde est étranger? La conséquence pourrait être terrible parce qu'on pourrait dire qu'il faudrait effectivement que dans toutes les nations il y ait beaucoup plus d'étrangers pour pouvoir diminuer le nationalisme. Je n'irai pas jusque-là, mais la question se pose quand même. Voilà, donc je récapitule la première question, qui est d'ailleurs une question qu'on a abordée dans le dossier et à laquelle j'avais répondu. Donc, en quoi l'extrême droite et l'extrême gauche sont-elles ou non comparables? La deuxième sur le programme écologique de l'extrême droite. Et la troisième sur la population et donc la question notamment bruxelloise d'une population mixte et donc de voir dans quelle mesure ça peut influencer ou pas le succès vis-à-vis de l'extrême droite. Oui, merci beaucoup pour ces trois questions. Aussi, je les reprends dans l'ordre. La première, j'ai l'impression qu'elle s'adressait peut-être moins directement à moi, puisque bon, voilà, moi je suis arrivé sur l'extrême droite parce qu'on m'a invité à parler d'extrême droite. Après, je pense que la question peut tout à fait légitimement se poser, en effet, même si je crois que ça reste des idéologies, des acteurs qui les portent distincts, qui peuvent, à certains égards, si on prend par exemple le 26 mai 2019, la part d'électrices et d'électeurs qui ont voté pour ces deux formations politiques, on voit que ce sont celles et ceux qui ont le moins confiance en le fonctionnement de la démocratie. Donc on voit qu'il y a, et ça se traduit dans un style de communication notamment, qui peut à certains égards se rapprocher effectivement, il y a un fond peut-être commun, et peut-être que la place du PTB, en termes de style à mon sens, mais la place du PTB en Belgique francophone est peut-être un autre argument pour expliquer aussi, partiellement, pas tout, mais la faiblesse de l'extrême droite de ce côté du pays. Donc je pense que la question peut effectivement se poser très certainement. Après, ça reste quand même des idéologies fondamentalement différentes, me semble-t-il. Je suis moins favorable à la théorie du fer à cheval, selon laquelle les extrêmes, à un moment donné, se rejoignent. Je pense que les extrêmes sont extrême gauche, extrême droite, certains extrémismes religieux éventuellement aussi, on pourrait aussi en parler, mais je pense que ce sont des phénomènes bien distincts les uns par rapport aux autres. La deuxième question sur la question écologique et climatique, alors à mon sens, elle est très peu étudiée dans la littérature. Il y a quelques chercheurs, mais je ne suis même pas sûr que ce soit en Belgique, ont traité de cette question. J'ai notamment un mémorand qui est en train de s'y intéresser dans le cadre de son mémoire de master. On verra les conclusions auxquelles il parvient, mais on voit quand même globalement une évolution en la matière sur le positionnement des formations d'extrême droite sur ces questions, avec des positionnements traditionnellement, je vous dirais historiquement, mais il n'y a pas quand même si longtemps que cela, des positionnements franchement climato-sceptiques, où il y avait une volonté de nier l'évolution, le dérèglement climatique, la responsabilité humaine aussi derrière cela. Et on voit aujourd'hui davantage d'évolution. Alors, c'est pas homogène, tout simplement parce que ce ne sont pas les thématiques prioritaires de ces formations. Les thématiques prioritaires de l'extrême droite, c'est l'immigration, c'est la sécurité, et généralement surtout le lien entre immigration et insécurité. Pour le Vlaams Belang, ce sont évidemment les questions communautaires et institutionnelles au sens large. Et puis c'est, on l'évoquait tout à l'heure, la question démocratique, mais souvent dévoyée d'une certaine manière. Mais on voit que ce sont des formations qui de plus en plus essaient quand même, parce qu'elles se rendent compte que c'est un enjeu qui
prend de la place. En 2019, par exemple, on était en plein dans les marches pour le climat, et donc il y a eu une nécessité aussi, à un moment donné, de réagir face à cette pression de la société civile. Et donc on voit des partis qui s'y intéressent, consacrent. Marine Le Pen, déjà en 2017, avait consacré un pré-meeting d'une certaine manière, qui avait vocation à préparer petit à petit son programme présidentiel, c'était plutôt déjà 2016, tout début 2017, qui était consacré à la question environnementale et climatique. Donc on voit qu'il y a une volonté de s'en saisir. Alors, j'avais été présent en tant que chercheur à ce moment, et ce qui m'avait frappé, c'est que finalement, c'était vraiment un petit peu comme la question du genre que j'évoquais tout à l'heure, c'était une forme d'instrumentalisation. Dans le cadre spécifiquement à cette période, de ce qui constituait la priorité de son programme, ce n'était plus tant le cas en 2022, c'était la sortie de la France de l'Union européenne, le fameux Frexit. Et donc, toutes les réponses proposées par Marine Le Pen, par son entourage, par le Front National, je pense qu'on l'appelait encore ainsi, en 2017 particulièrement, c'était des réponses qui visaient à montrer que tout se réglait mieux sur cette thématique au niveau national, au niveau français, et que donc il faut pouvoir resserrer, le nationalisme était à nouveau mobilisé dans ce contexte bien particulier. Le Vlaams-Belang consacre aussi des brochures, des revues visant à mieux étudier la question, mais souvent avec une partie chez nous, ça fait partie des quelques priorités qu'il met en avant, même si en réalité, quand on gratte en termes de communication, on voit qu'il traite très peu de cette thématique, mais on voit qu'il y a une volonté de se positionner sur ces éléments bien particuliers, avec des propositions, en tout cas différentes de partis écologistes typiquement, mais avec des propositions distinctes, pas foncièrement antidémocratiques nécessairement, mais voilà, des propositions pour le maintien du nucléaire, par exemple, ou d'autres éléments comme ceux. Alors la dernière question, je pense que, oui, évidemment, et à mon avis, vous avez plus la réponse encore que moi avec votre casquette de chercheur, mais je pense que clairement, il y a là un élément essentiel, et c'est pour ça que quand j'évoquais la distinction en termes d'attitude politique en Flandre et en Wallonie, j'ai dit il y a quand même cette exception bruxelloise, puisque souvent dans les chiffres, on constate que si, j'invente, je n'ai pas les chiffres en tête, mais 32% des Flamands considèrent que l'immigration accroît les problèmes d'insécurité, et s'ils sont 31 ou 33%, globalement on est dans des marges comme celle-là en Wallonie, on voit qu'ils le sont beaucoup moins à Bruxelles, en région de Bruxelles-Capitale. Donc il y a effectivement quelque chose ici d'important et qui joue pour mieux comprendre le phénomène. Merci beaucoup de vous être prêté à cet exercice. Alors maintenant, c'est l'heure de vous donner la parole. Donc vous avez chacune et chacun 10 minutes pour exposer vos propositions. Donc je vous avais soumis la question suivante. Que proposez-vous pour lutter contre les idées de l'extrême droite et régénérer la démocratie au service du bien commun ? Bonsoir à toutes et à tous. Rebonsoir, vu que je vous avais parlé. Je suis très content d'être là. C'est un de mes premiers débats comme jeune candidat et je suis un peu impressionné parce que je suis à côté d'une ex-ministre, tête de liste et mon ancien professeur. Donc je ne me sens pas du tout jugé. Voilà, donc en effet, comme Benjamin Bière l'a expliqué, l'heure est grave d'un point de vue avancé d'extrême droite en Belgique et en Europe en général. Et il est nécessaire et urgent aujourd'hui de commencer à lutter contre l'extrême droite d'une manière sérieuse. D'abord pour conserver notre modèle démocratique, qui n'est certes pas parfait, j'y reviendrai, mais il faut aussi savoir le dire, c'est une atteinte aux libertés publiques, aux libertés individuelles. D'abord, quand je parle de liberté publique, c'est la liberté de manifester, la liberté, les droits des travailleurs, des syndicats, la répression policière, à travers un autoritarisme qui ne se cache même pas dans la bouche de ceux qui se revendiquent aujourd'hui de l'extrême droite. Et la deuxième raison importante pour lutter contre l'extrême droite, c'est la protection. C'est en fait protéger celles et ceux qui seront les premières victimes d'une extrême droite majoritaire en Belgique ou dans les pays qui sont, à savoir les droits des femmes d'abord, les Belges avec des visages comme le mien, et avec des prénoms comme le mien, et les personnes LGBTQIA+, également. Il est nécessaire de faire un front des partis démocratiques pour vraiment, comme l'expression connue le dit, no pasaran. En fait, on ne peut pas négocier, on ne peut pas discuter avec l'extrême droite. Et parfois, je dois dire, chez Écolo, on se sent un peu seul dans ce combat. D'abord, que ce soit le PTB et quelquefois le PS ont malheureusement parfois tendance à résumer l'attrait pour l'idée d'extrême droite
à une question de déclassement social. Alors, je pense il y a de ça, clairement, une question de déclassement social, mais elle n'explique pas tout. En fait, il y a un facteur culturel, vous en avez parlé, la bifurcation du racisme biologique qui n'est plus utilisée, mais maintenant on parle de racisme culturel, pur et dur, car d'autant plus qu'il y a plusieurs personnes très très riches qui votent extrême droite et qui sont aussi racistes et qui développent ce discours-là. Donc la question de la classe permet d'expliquer un petit peu, mais pas tout. Il ne faut pas réduire la lutte contre l'extrême droite à une question de, vous savez, si on règle la question économique, on remène la justice sociale, tout sera réglé par magie, ce ne sera pas le cas. Et je pense qu'il y a matière là à sortir de cette analyse un petit peu binaire, un peu facile parfois, qui s'explique que par le facteur économique, comme j'ai dit, et je le dis d'autant plus à l'aise que je suis moi-même économiste, donc je comprends parfaitement l'utilité de mettre ce facteur-là dans l'explication de développement de l'extrême droite en Belgique. Il y a, pour le coup, les engagés, par exemple, qui admettent malheureusement et clairement leur ouverture et leur volonté à faire alliance avec la NVA au fédéral sans condition, et qui pour moi contribue, je le crains, à la banalisation de l'extrême droite. Attention, je ne dis pas que l'ANVA est d'extrême droite, mais il y a des personnes au sein de l'ANVA qui développent un discours qui peut être taxé d'extrême droite. Entre Siltje van Acteur à Bruxelles et Theo Franken, il y a tout un océan, pour ne pas dire toute une planète. Theo Franken qui, quand il était secrétaire d'État à la migration, il a quand même déclaré à l'occasion des 50 ans de l'immigration marocaine en 2014, si vous vous rappelez, l'immigration marocaine en Belgique, je vous les guillemets, je doute de la valeur ajoutée de l'immigration marocaine en Belgique. Donc le gars, il est ministre de la migration de l'État belge, et à l'occasion du 50e anniversaire, ce qu'il trouve de malin à dire, c'est de remettre en question la légitimité et l'apport de toute une partie conséquente importante de notre population. Autre chose, durant la même période, Jan Jambon, numéro 2 du parti aujourd'hui, ministre-président flamand, qui déclare en 2015, au lendemain des attentats qui ont touché Bruxelles, que des musulmans auraient dansé pour célébrer les attentats. Donc, en fait, il est ministre de l'Intérieur, et le lendemain des attentats atroces qui ont touché le peuple belge, ce qu'il trouve de malin à dire, encore une fois, c'est d'identifier, de stigmatiser des gens qui se seraient réjouis du malheur et de l'atrocité qu'a subi toute la nation. Donc là, en fait, c'est des propos qui ne sont pas anodins de la part d'un ministre de l'Intérieur, encore moins d'un responsable politique démocrate. Et là, je dois dire que les engagés qui sont dans le camp démocrate en Belgique, je trouve qu'en assumant leur volonté de s'allier sans condition à la NVA, ils légitiment aussi toute sa valise brune ou noire, ou je ne sais pas comment on va l'appeler, des éléments les plus radicaux au sein de la NVA. Au sein du MR, et là, je dois dire, même si Madame Blatny, vous m'êtes très sympathique et je respecte beaucoup votre travail, mais je suis assez effaré de voir comment votre président, Georges-Louis Boucher, flirte, retweet, légitime, arrive même parfois à charmer l'extrême droite. Il faut pouvoir le dire. Il invective les médias publiquement, il n'hésite pas à la traiter la RTBF à une heure de grande écoute de médias de gauche, comme le font Orban ou que sais-je. On se rappelle toutes et tous, notamment de ce moment en 2019, si ma mémoire est bonne, le soir des élections, où il y a cette vidéo, ce reportage de la RTB, où on a Jan Jambon, Bart de Wever et Theo Franken qui sont dans le même bureau, ils sont filmés, et là Theo Franken qui dit, quand il voit le résultat, il dit « Samen en meerderheid ». Ensemble, on a la majorité, et Jan Jambon qui lui dit « Chut ». C'est une séquence facilement retrouvable sur YouTube, que vous pouvez retrouver. Et là, il y a 3 semaines, comme Benjamin Bier vient de le montrer, Jan Jambon, encore une fois, qui donne une interview au journal flamand de Standard, et qui dit « Pour nous, le Vlaams Belang est un parti comme les autres. Donc c'est un parti avec qui on peut diriger la région flamande, ou pourquoi pas le gouvernement fédéral. » Scandale, émotion en Flandre chez toutes les autres partis, et je ne vous dis pas en Belgique francophone, j'en passe. Et là, quand on s'attend malheureusement à une position ferme et claire de tous les partis, qu'est-ce qu'il nous dit le maire vers son président Boucher? À nouveau, vous êtes prêts? J'ouvre les guillemets. Il y a une semaine, quand on me dit que le Vlaams Belang est d'extrême droite, on se base uniquement sur le passé. Donc le présent, le Vlaams Belang, il est plus d'extrême droite. Et je ne surinterprète même pas ces propos. Donc, moi, je veux dire, je pense que le fondateur du parti libéral, Theodor Verhagen,
doit vraiment se retourner dans sa tombe quand on voit comment son libéralisme est en train d'être torpillé malheureusement aujourd'hui. Theodor Verhagen, qui aussi le fondateur de l'Université libre de Bruxelles, je regarde Andrea, qui était un catholique pratiquant, j'aime bien le rappeler à mes amis ULBistes, catholique pratiquant et franc-maçon, j'aime bien, comme je dis, le rappeler. Et ce qui m'amène à mon dernier point, qui est super important, c'est l'instrumentalisation qui est faite d'un principe démocratique qui est la laïcité, à des fins de radicalisation du discours et à des fins même par l'extrême droite. Marine Le Pen même se revendique maintenant de la laïcité et parfois c'est utilisé pour stigmatiser la communauté musulmane. C'est un phénomène très très dangereux et parfois quand je vois là pour le coup des partis comme Défi en pleine crise existentielle après la question linguistique qui n'est plus à l'agenda, peut-être qu'elle va revenir à la 7e réforme de l'État mais on verra, commencer à radicaliser ce principe de laïcité alors que la laïcité c'est un principe qui permet de se libérer et non pas d'empêcher des gens d'avoir accès à des droits supplémentaires. Et là je dois dire que je suis un peu inquiet de la manière dont ce principe est en train d'être dévoyé parfois. Nos solutions, pour conclure. D'abord, lutter contre l'endoctrinement dès le plus jeune âge sur les réseaux sociaux qui est fait par l'extrême droite, sur Twitch, sur Discord, ce sont en fait les plateformes de gens en ligne, sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Vous l'avez rappelé, les partis qui investissent le plus dans les sponsoring des pages sur les réseaux sociaux, ce sont les partis d'extrême droite. Et aussi le PTB. Deuxièmement, il faut soutenir notre tissu associatif belge qui fait un travail incroyable et incommensurable. Et ça part des mutualités, des syndicats, mais surtout des associations d'éducation permanente que l'État finance. C'est une particularité belge, ça n'existe pas dans les autres pays, en tout cas très peu. Et donc, en fait, organiser la lutte contre les fake news, expliquer aux gens, les amener vers des situations, en tout cas d'autres populations, organiser les rencontres des populations et décrypter le discours d'extrême droite, c'est un travail que l'associatif est en train de mener et qu'il faut continuer à les soutenir financièrement de manière structurelle pour qu'ils continuent à mener ce travail. Troisièmement, c'est le respect du cordon sanitaire. C'est une question mathématique, politique et médiatique. La seule région en Europe où l'extrême droite n'existe pas, c'est la Belgique francophone. Quand je dis n'existe pas, n'a pas de pouvoir politique très présent au Parlement, parce que c'est la seule région en Europe qui n'invite pas l'extrême droite à la télé. C'est aussi simple que cela. Je ne dis pas que c'est le seul critère, je ne le pense pas, mais ça contribue énormément. Et dire ça, être pour le cordon sanitaire, c'est ne pas prendre les gens pour des cons, c'est juste que l'extrême droite, on ne débat pas avec, on ne joue pas le même sport, on n'a pas les mêmes règles, donc quand on ne joue pas avec les mêmes règles, on ne joue pas tout simplement. Et troisièmement, c'est vraiment c'est un des arguments qui m'est le plus cher, c'est mettre en avant le lien existant entre l'austérité, les mesures d'austérité et la montée d'extrême droite. En fait, pour le coup, quand on attaque les services publics, quand on fait des coupes budgétaires dans les régions les plus faibles, en fait, la confiance dans les institutions, elle diminue. Parce que, voilà, la question socio-économique, j'ai dit qu'elle n'était pas suffisante, mais elle est nécessaire pour l'explication de tous les problèmes et de toute l'attractivité que peut avoir l'extrême droite. Il y a clairement un lien qui a été documenté. Je peux vous envoyer le lien si vous voulez, si ça vous intéresse. L'investissement public dans les régions les plus pauvres d'Europe réduit les scores de l'extrême droite de 15 à 20%. Et il augmente leur confiance dans les institutions publiques. Donc là, pour le coup, la solution vient avec plus d'État, plus de solidarité pour que celles et ceux qui se trouvent abandonnés par les gouvernements, par les États, par les associations, n'aient plus ce sentiment et dans un second temps ne puissent plus être attirés ou trouver sexy des discours d'extrême droite. Et voilà, j'ai fini. 9 minutes, voilà. Oui, merci beaucoup. Moi, je voulais d'abord rappeler que je trouve que le sujet est évidemment très important. Moi, je viens des Ardennes, donc à côté du petit village où j'ai grandi, à Bande, il y a eu des personnes qui ont été enterrées vivantes pendant la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Hein, donc, on voit bien d'où on vient. J'ai vécu longtemps avec un Allemand qui a perdu ses grands-parents, un sur le front russe et l'autre pendu. Donc, on voit bien
de quoi on vient et de quelle histoire on vient. Et donc c'est absolument capital de pouvoir lutter contre l'extrême droite, ça, je tiens à le rappeler d'entrée de jeu, que mon parti aussi est très clair, donc on défend les démocraties libérales avec le respect de toute une série de principes, au rang desquels évidemment la liberté, l'égalité, la défense des minorités, la lutte contre les discriminations, la liberté d'expression. Donc tout ça, c'est au cœur de notre projet. Nous avons indiqué, vous le savez, que nous ne ferions pas d'accord après les élections avec les extrêmes, ni avec ceux qui feront des accords avec les extrêmes. Donc ça, c'est très clair, et c'est un engagement tout à fait clair. Alors qu'est-ce qu'il faut faire, à part évidemment s'engager à ne pas faire d'accord avec l'extrême droite ni avec l'extrême gauche? Je pense qu'il faut d'abord, et évidemment, je pense que j'ai un président qui fait ça très bien, c'est essayer de parler de ce qui inquiète ma voisine, à tort ou à raison. Alors, c'est des sujets qu'on préfère mettre sous le tapis parce que c'est pas politiquement correct, et alors tout le monde va crier bouh, ils osent en parler, quel drame. Mais oui, moi je pense qu'il faut oser parler avec ma voisine de migration, y compris dans les zones rurales où quand on ne voit pas beaucoup de personnes étrangères, on a l'impression à se faire, on a tendance à se faire une représentation de cela qui n'est pas correcte, qui n'est pas conforme à la réalité. Mais oui, je pense qu'il faut oser en parler. Il faut oser parler de toute une série de choses qui préoccupent les gens, et ils sont contents quand on en parle. Alors je ne dis pas qu'ils ont que j'adhère à ce qu'ils pensent, mais oui, parler d'insécurité, ça me paraît important. La Belgique a quand même 2 villes qui sont dans le top 10 des villes européennes où on se sent le moins en sécurité. Donc je pense que les gens, ils veulent qu'on puisse parler de sécurité sans être immédiatement taxé d'extrême droite. Les gens, ils veulent qu'on puisse parler de certificats médicaux de complaisance sans immédiatement être taxé d'extrême droite. Les gens, ils veulent qu'on puisse parler de personnes d'origine étrangère qui sont en prison. Alors il faut pouvoir démonter l'argument, et je suis bien d'accord, mais je pense qu'il faut pouvoir en parler. Il faut oser prendre en charge les grands faits de société qui sont souvent délaissés parce que c'est trop difficile d'en parler, et ma voisine, eh bien, elle ne comprend pas qu'on n'en parle pas. Alors c'est difficile, c'est plus difficile à faire que de porter un pins qui dit qu'on est contre l'extrême droite, ou un pins anti-racisme. Oui, c'est vraiment difficile de faire ça, mais je pense qu'il faut le faire. Il faut oser parler de sujets que parfois on trouve gênants, qui nous mettent en difficulté. Je pense qu'il faut aussi, ça c'est la deuxième piste, être proche des gens, donc aller sonner aux portes, être dans les grandes surfaces, dans les fêtes populaires, dans les matchs de foot, et pouvoir vraiment écouter ce qui remonte de la population, non pas en organisant la colère, mais vraiment en proposant des solutions concrètes. Je pense que c'est toujours plus facile de détester que de créer du consensus, que d'aimer tout simplement. Il faut pouvoir sortir d'une espèce de microcosme politique des éditorialistes, etc., qui critiquent toute la journée, et vraiment aller à la rencontre de la population. On a tendance, en fait, en politique, souvent, et je m'inclus dedans bien sûr, finalement à nous parler à nous-mêmes, et ça c'est toujours inquiétant, et je pense que ça, il faut vraiment essayer de ne pas céder à cette tendance qu'on a tous. Troisième piste, évidemment, être crédible personnellement, faire ce qu'on a dit. Il n'y a rien qui fait autant gagner de voix aux extrêmes que le fait de ne pas être crédible personnellement. Et puis, rappeler aussi, ça c'est la quatrième piste, que la démocratie, ça prend du temps. Et donc c'est vrai que les citoyens, ils veulent voir vite une solution à leurs problèmes, et il faut leur expliquer qu'on travaille dans des coalitions, et que donc on ne peut pas immédiatement réaliser son programme, qu'on a des petites avancées, et que de façon générale, ça vaut encore plus au niveau européen, la démocratie, ça prend du temps, et que donc quand on prépare un projet au niveau de la Commission européenne, par exemple, et qu'il faut que ça passe par le Parlement, et puis que ce soit entériné par 27 États membres. Au niveau belge, quand on a ces mécanismes de coordination au nord-sud, bien sûr, tout ça prend du temps, mais c'est le prix à payer pour vivre en démocratie. En dictature, les trains arrivent à l'heure, on connaît ça, mais voilà, il faut pouvoir expliquer et gérer la frustration des gens. Je pense aussi qu'il faut certainement aussi avoir une attitude, Hamza, moi je suggère de sortir ces principes pour les grandes occasions. La moralisation, ça ne sert personne. Retweeter quelqu'un ne veut pas dire qu'on est d'accord avec tout ce qu'il a dit, et ça ne fait pas de vous non plus l'équivalent du docteur Mengele. Donc moi j'invite vraiment à sortir de cette notion de l'extrême droite qu'on accole à quelqu'un et qui vise à délégitimer l'adversaire comme ça. Donc j'invite vraiment à ne pas galvauder des mots, parce que les mots, ils doivent garder un sens. Donc quand on traite quelqu'un de nazi, quand on traite quelqu'un
d'ultralibéral, quand on parle de génocide, quand on parle d'extrême droite, etc. Je pense qu'il faut bien mesurer la portée de ces mots et il faut oser démonter les arguments de l'extrême droite. Alors c'est plus facile de dire on ne va pas parler avec eux ou c'est le mal, c'est assez facile, ou de mettre des pins, beaucoup plus difficile d'aller confronter ce que l'extrême droite dit à la réalité des faits. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important, c'est pouvoir aller démonter les arguments qui sont utilisés en allant au plus près des citoyens et en écoutant ce qu'ils remontent. Il ne suffit pas de dire ce que vous pensez, c'est quelque chose d'extrême droite, ce que vous pensez c'est mal, ce que vous pensez, vous êtes sorti du genre humain parce que vous pensez ça. Ça c'est très simple, hein. Mais alors on se convainc entre nous et je pense qu'on va être tous d'accord ici pour dire que l'extrême droite personne n'en veut. C'est très simple, hein. On peut faire un accord entre nous. Par contre, aller dans les zones rurales, aller dans des fêtes populaires, aller dans les supermarchés, aller parler aux gens, et là vous verrez, vous le faites évidemment, j'en suis certaine, nous le faisons collectivement, hein, mais là vous voyez qu'il y a évidemment des choses qui remontent et c'est beaucoup plus difficile que de simplement dire entre nous collectivement ici que nous sommes contre l'extrême droite. Merci encore pour l'invitation. J'ai deux mots quand même d'où je parle parce que je suis un nouveau dans le monde politique, puisque je suis professeur à l'Université de Bruxelles et que c'est ma première campagne électorale et que je rejoins en réalité essentiellement sur la montée de l'extrême droite en me disant il faut que j'arrête d'écrire des choses sur l'extrême droite, il faut peut-être que je me bouge aussi et d'avoir une responsabilité. On dit aux sociologues qui sont très critiques mais qui proposent peu de choses et donc c'était une raison pour laquelle je me suis impliqué. Autre chose qui est quand même aussi, je voudrais rappeler, donc je suis enfant de deuxième génération d'immigration italienne, mon père est venu travailler dans les mines. À 60 ans, j'ai décidé de devenir belge et on m'a refusé la nationalité parce que je ne prouvais pas que j'étais intégré socialement, économiquement et que je parlais une des langues nationales. C'est à ce moment-là qu'on se dit, il y a encore quand même, si pas du racisme, quand même une sorte de suspicion permanente sur l'identité de l'autre. Et je pense que ça reste quelque chose dans les institutions qui me semble importante et qui n'est pas l'expression de l'extrême droite, mais qui alimente de toute façon aussi un certain langage, une certaine musique par rapport aux questions des étrangers. Alors maintenant, pour revenir sur les questions qui ont été évoquées, je voudrais développer 4 points et puis 2 solutions de pistes que le Parti socialiste énonce. La première chose, Benjamin n'a pas eu le temps de tout présenter, mais je pense que c'est important de distinguer essentiellement ce qu'on voit aujourd'hui dans l'extrême droite, ce qu'on appelle l'extrême droite de la droite radicale. Enfin, c'est Casmus qui revient sur cette distinction-là. Je pense qu'elle est importante. La NVA, ce n'est pas le Vlaams Belang. Salvini, ce n'est pas Meloni. Et d'ailleurs, ils ne sont pas dans les mêmes groupes au niveau du Parlement européen. Et aujourd'hui, on a voté, hélas, le pacte pour l'immigration et l'asile avec les conditions qui sont quand même assez dures. Ils n'ont pas voté de la même manière. Donc je pense que c'est important aussi de les distinguer. Le Vlaams Belang, c'est vraiment encore autre chose que la NVA, je pense, et il faut, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des porosités, mais ce n'est pas la même chose et c'est important de bien rester sur l'identité qui a été énoncée par Benjamin, c'est contre la démocratie, c'est contre les droits et les libertés, et il y a une chose qui est encore plus importante, c'est on est contre tous les intermédiaires et il n'y a plus qu'un lien direct entre le politique et les citoyens sans aucun intermédiaire. Et c'est vraiment la dimension historique que l'on retrouve aujourd'hui dans certains pays, dont celui d'ailleurs dont je suis issu. Deuxième élément, je voudrais vraiment insister là-dessus pendant un tout petit peu de temps. Benjamin l'a évoqué, c'est vraiment important. Dans un livre qu'on a publié il n'y a pas longtemps, Bart Meuleman, qui est un politologue de la KU Leuven, met en évidence que depuis 20 ans, en reprenant un sondage qui demande aux mêmes citoyens dans l'ensemble de l'Union européenne, est-ce que l'immigration est un danger pour l'économie, est-ce que l'immigration est un danger pour la culture, globalement, on est autour de 60% dans tous les pays. Donc quand on dit c'est 60% qui sont contre, en réalité c'est récurrent. Voilà. Donc il y a une méfiance par rapport à ça. Et c'est différent en fonction des pays de l'Est où c'est plus élevé que du côté de la France, de l'Allemagne ou du Benelux. Ce qui est vraiment intéressant, et ça Benjamin l'a dit, il y a une stabilité totale du côté francophone et néerlandophone. C'est la même courbe qui conduit à dire est-ce que c'est l'opinion publique qui crée
le discours et le besoin de l'extrême droite, ou est-ce que c'est l'extrême droite qui pose son agenda politique sur les problèmes énoncés par les citoyens? Ça, c'est vrai. Or, cette question-là, elle est vraiment importante, puisqu'elle est vraiment en lien sur « il ne faut pas rompre le cordon sanitaire au niveau médiatique ». Tous les pays qui ont rompu ce cordon sanitaire, qui ont conduit à ce que des personnes d'extrême droite aillent sur les plateaux de télé, et on ne peut pas leur méconnaître une capacité vraiment extraordinaire à essayer d'expliquer de manière simple, ou surtout d'avoir des solutions simplistes. Et donc, c'est eux qui ont imposé un certain discours, et je pense que cette question du cordon sanitaire, et là c'est important de le rappeler, que ce soit la RTBF ou RTL, qui n'est pas nécessairement liée de la même manière par rapport au cordon sanitaire médiatique, le fait, et c'est important, je pense, de maintenir ce cordon sanitaire-là, parce que sinon, c'est véritablement inscrire dans l'espace médiatique un discours qui va très vite, avec les médias en plus, on doit parler en 1 minute et demie, et donc on ne développe rien, il n'y a pas de présentation, ce qui est vraiment un vrai problème. Ça, c'est le problème, je dirais, des médias télévisuels d'une certaine manière. 3, on l'a énoncé, et je voudrais revenir là-dessus, parce que vous en êtes aussi l'expression, je pense, c'est, dans l'histoire de l'Europe, une manière de développer l'Europe après le nazisme et le fascisme, ça a été de développer les intermédiaires. Renforcement des paroisses, renforcement des patros, renforcement des mutuelles, des syndicats et de tous ces intermédiaires qui ont 2 fonctions. 1, c'est d'être des services à la population. Et ils rendent des services. Et dire qu'il faut supprimer les mutuelles, voilà, là je serai en désaccord total avec des propositions du MR. Je pense que faire de ça une fonction publique, ça n'a aucun sens. Il y a un rôle quand même d'intermédiaire, de proximité, où on donne à la fois un service, mais on donne aussi, en réalité, une convivialité, une proximité, et que c'est important. Et que l'effritement de toutes ces structures intermédiaires aujourd'hui laisse la place aussi à une expression utile pour l'extrême droite de dire qu'il faut supprimer tout ça puisqu'il n'y a plus que le lien direct entre les élus et le peuple. Or, nous souffrons de cette rupture-là. Autre point, 4e, voilà, là j'ai vraiment, comme Hamza a déjà évoqué, par rapport à Valérie, puisqu'on se tutoie, je ne vais pas non plus faire semblant qu'on ne se tutoie pas, hein. C'est vrai, même si on n'est pas sur la même longueur d'onde sur tous les sujets. Hamza l'a dit, moi j'ai un vrai problème avec la présentation qu'a eue Georges-Louis Pouchet sur extrême droite et extrême gauche, c'est la même chose. Je vais dire platement, De Grelle, Rex, c'est pas la même chose que là-haut. Le communisme en Belgique n'a pas... Revenir sur l'histoire, oui, on peut dire le nazisme et le communisme en Russie a produit plein de morts. Poutine, il n'est pas communiste, mais il y a autant de morts que... Bon, donc c'est aussi la dimension de la Russie, etc. Or, je pense qu'il faut être honnête par rapport à ça. Par rapport à l'histoire de la Belgique, De Grelle et Rex, c'est pas la même chose. Là-haut étaient résistants et les communistes étaient au gouvernement après la guerre. Alors après, on peut dire, est-ce que ça a à voir avec le PTB? Non, je suis d'accord, et je ne vais pas défendre le PTB, hein. Je vais mal passer de défendre le PTB, mais je pense que c'est nuire à la compréhension du danger de l'extrême droite que de faire une similitude totale entre les deux, parce que ce n'est pas la même chose. Le Vlaams-Belang, ce n'est pas la même chose que le PTB, au niveau politique, ça. Qu'ils assurent une fonction tribunicienne qui est de récolter les voix de tous ceux qui ne sont pas contents, c'est tout à fait vrai. Qu'ils ont des solutions faciles en disant on claque des doigts et c'est fini, c'est tout à fait vrai. Mais de dire le racisme c'est la même chose que le racisme envers les riches, moi j'ai beaucoup de difficultés. Hein. Je vais donner un chiffre tout à fait idiot. Ça c'est presque du pétébisme que je vais faire. Elon Musk, fortune estimée 180 milliards. Budget de la région bruxelloise, 7 milliards. À un moment donné, l'indécence qu'il y a autour de la question de l'accumulation des richesses est nuisible. Et donc, je pense que voilà, c'est faire un mauvais procès que de reprendre cette question-là. Donc, je dirais que c'est vraiment important de rester... Alors, encore une fois, les dangers de l'extrême gauche, ce qu'elle représente, les solutions qu'elle propose, la chute de nos cotations en bourse, etc. Oui, ça existe. Mais de considérer que c'est la même chose, je pense, c'est réduire le danger spécifique que représente l'extrême droite au gouvernement. En Italie, je rappelle quand même 2 choses que Meloni a fait. Supprimer le revenu d'intégration sociale. Et le 2, c'est supprimer le droit des femmes qui étaient l'épouse d'une autre femme d'être considérées comme la mère des enfants. Bon, donc je veux dire, il y a vraiment une atteinte, je veux dire, qui va à l'encontre quand même de nos valeurs fondamentales. Comment en sortir?
Je n'ai pas mis le minuteur, donc je suis un peu perdu, mais... Il reste 2 minutes. Parfait. Première chose, c'est, dans les enquêtes, ce que l'on voit, c'est que la dimension de la concurrence entre les personnes est un ressort important. Qui a peur essentiellement des étrangers? Ceux qui ont un faible niveau d'éducation ou qui n'ont pas d'emploi ou qui sont très précarisés. Donc la question de la dimension économique est fondamentale. C'est pour laquelle on dit qu'il est important d'augmenter les salaires de ceux qui travaillent, parce que le ressentiment qu'on voit, moi je le vois dans les contacts que l'on a des travailleurs sociaux par rapport aux personnes qui ont le revenu d'intégration sociale, est tel que c'est important de revaloriser les salaires aussi de ceux qui sont au front et qui ont un salaire relativement bas. Ma fille, elle est infirmière. Voilà, ils travaillent dans des conditions mais épouvantables où il y a des tas de droits qu'elles avaient avant qu'elles ne peuvent plus maintenir en raison du fait qu'il y a absence de nouvelles infirmières qui viennent sur le marché du travail. Et puis il y a toute la question sur le renouveau démocratique. Et moi je pense que ça c'est important. Faire ce qu'on fait ici, si on pouvait le faire souvent, pendant la législature, de manière récurrente et permanente, avec l'idée de pas simplement vous nous écouter, mais on essaye d'élaborer ensemble des propositions, ça me semble important. Donc toutes les dimensions participatives. Bon, il y a des propositions dans le programme du Parti socialiste autour de transformer le Sénat en une assemblée citoyenne. C'est l'idée d'avoir des commissions citoyennes locales. Bon, il faut bien avouer que les écologistes avaient une longueur d'avance sur la question, et je ne vais pas dire le contraire, je suis honnête, je ne fais pas carrière dans la politique de ce point de vue-là, donc je veux juste honnête. Mais la dimension de la proximité, en réalité, c'est revenir sur les intermédiaires, c'est reconstruire autrement les intermédiaires, peut-être moins sur la dimension des services, mais de la participation aux solutions au niveau local. Les budgets participatifs, on sait bien que ça marche bien dans certaines communes, il faut les redévelopper, je pense que c'est important de le faire. Donc, l'économie d'une part, parce que ça c'est important de réduire la précarité et le ressentiment qui naît de la précarité et de la compétition, puisque là, je suis quand même sûr, faire de la politique, ça devient fatigant uniquement de l'entendre sur la loi de la discorde. Moi, j'aimerais bien entendre aussi la loi de la concorde, ce qui permettrait peut-être de commencer à faire. Ce qui est important, c'est des compromis malgré tout. C'est bien pour ça qu'on peut critiquer le PTB de ce point de vue-là. Merci. Voilà, merci à nos 3 candidats pour d'avoir exposé les mesures que vous préconisez aussi pour lutter contre les idées d'extrême droite. Je suis sûr que vous brûlez de l'envie de déjà leur poser des questions. On va vous proposer un petit exercice d'éducation permanente, puisqu'on en a parlé. Et ici, ça va être 7 minutes que nous vous proposons, non plus à 2, mais à 4. On vous l'a mis un petit peu par écrit pour que vous puissiez la garder en tête. Formulez 1 ou 2 propositions ou idées qui permettraient, selon vous, de lutter contre les idées d'extrême droite et régénérer la démocratie au service du bien commun. Voilà, on prend Andrea au mot. Il nous propose de faire régulièrement l'exercice. On vous propose de lancer l'exercice dès maintenant. Et par la suite, les candidats auront la possibilité de réagir par rapport à vos propositions. Voilà. Ce qu'on vous propose maintenant, c'est qu'on va faire un petit tour des différents groupes, en tout cas ceux qui veulent proposer quelque chose. Et puis, on va les prendre toutes. Virginie va noter les mots-clés de vos propositions. S'il y en a qui reviennent, on mettra peut-être une petite barre à côté. Et puis, nous proposerons d'abord aux 3 candidats de réagir à l'ensemble des propositions, de ce qu'ils pensent aussi des propositions que vous formulez, s'ils les trouvent intéressantes, s'ils trouvent que ça pourrait être, qu'il pourrait y avoir des inconvénients aussi à ces propositions. Et finalement, on demande aussi à Benjamin de donner son regard d'expert aussi sur l'une ou l'autre des propositions qui sont présentées. Voilà, alors je vais commencer peut-être voilà, le groupe ici. Oui, monsieur. Parlez bien fort alors. Parce que le micro ne va pas jusque-là. Alors, dans notre groupe, comme proposition, on a proposé de refaire signer les accords du cordon sanitaire et de réaffirmer les engagements qui avaient déjà été pris dans un but de ne pas le rompre et de pousser aussi l'éducation, mais l'éducation dans tous ses aspects, que ce soit sur les réseaux sociaux, parce qu'il n'y a pas vraiment de cordon sanitaire au niveau des réseaux sociaux et que le seul moyen vraiment de pouvoir faire quelque chose, c'est d'éduquer les personnes sur Ok, d'accord. Donc si je retiens,
pousser l'éducation, ça c'était le deuxième point, et le premier point, c'était réaffirmer le cordon sanitaire et les engagements pris par les partis politiques. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, on va avancer un petit peu par ici. Le groupe, je ne sais pas, il y avait 3 groupes peut-être ici. Oui. Levez-vous s'il vous plaît. D'abord, nous avons quand même fait un petit saut en avant, d'abord, pour préciser le carburant de l'extrême droite. Puisque souvent on parle de... On va se concentrer sur les propositions. Donc, le diagnostic, on l'a déjà eu pas mal, donc les propositions directement. Tout à fait. Donc, l'antisystème. Donc, le carburant, d'abord, de l'extrême droite, c'est l'antisystème. Ça, c'est la clé. Alors, comment combattre quelqu'un qui a sa vision de l'antisystème? C'est ça. Donc, voilà, première proposition, effectivement, renforcer le corps intermédiaire. Donc, renforcer les corps intermédiaires. Avec des moyens, de l'argent, du personnel, puisque ça existe, on nous a expliqué. Mais ils sont faibles, ils n'ont pas de visibilité. Donc, le corps intermédiaire. Deuxième proposition, l'éducation. L'éducation au sens plus large. Pas seulement pour les jeunes, et pour les adultes, et pour les âgés aussi. D'accord. Toutes âges confondus. On peut peut-être mettre un de deux, voilà. Et Virginie a dit aussi, pousser l'éducation, on retient que c'est l'éducation, non seulement des jeunes, mais aussi de tous les âges de la population. Oui. Je rebondis parce qu'on a des propositions un peu semblables. Donc réaffirmer le cordon sanitaire au niveau des médias, mais alors comment donner aussi la parole malgré tout à l'extrême droite? Là il y a une question. Et alors aussi sur le renforcement du corps intermédiaire, on insiste beaucoup aussi là-dessus, et de pouvoir écouter aussi toutes les frustrations qui se vivent actuellement au niveau de la population et qui sont surtout économiques. Ok. Écouter les frustrations, et ça par le biais des corps intermédiaires. Françoise, tu reliais ça avec... Tu reliais l'écoute avec le renforcement des corps intermédiaires aussi. C'est les corps intermédiaires dont la mission serait d'écouter aussi les frustrations de la population. D'accord. Merci. On va aller... Oui. En fait, quand on dit donner la parole à l'extrême droite, c'est comment on fait pour déconstruire un discours si on ne l'a pas entendu. Donc, comment conseiller le cordon sanitaire et dire le mot, et en même temps, il faut quand même qu'on en parle. Ok. D'accord. Donc, on peut aussi mettre écouter pour déconstruire le discours de l'extrême droite. C'est ça? Oui. Très bien. Dans le fond, il y a un porte-parole bien fort. Ah, on ne vous entend pas suffisamment fort. Venez plus proche, oui. On a aussi beaucoup discuté de la problématique de l'information et de la formation. Donc, s'informer sur les programmes d'extrême droite, s'informer sur les personnes qui sont dans l'extrême droite, puis donner aux citoyens, aux citoyennes des clés de lecture pour comprendre les enjeux. Et du coup, moi, je me permets de réagir à plusieurs interventions. Enfin, là, je ne parle pas au nom de mon groupe. Oui, ce sera peut-être... Juste pour dire, je suis surpris qu'on continue à défendre de ne pas inviter l'extrême droite dans les médias. Je suis très surpris. En France, bon, je fais une petite parenthèse, en France, il y a une commission d'enquête. On reproche à des chaînes de télévision de ne pas faire assez de pluralisme, de ne pas assez donner de temps d'antenne à des formations politiques petites. Ces chaînes de télévision vont peut-être être sanctionnées. Et là, vous défendez un modèle où on interdit de médias, certains, sans vraiment dire pourquoi. Je trouve que c'est ennuyeux parce qu'on leur donne le moyen de se victimiser. Ça, c'est quelque chose qu'on a pas d'autre. Voilà, ces partis disent j'ai pas accès aux médias, j'ai pas accès à la tribune, on me sous-considère, je suis un sous-citoyen, je suis un sous-politicien. Donc ça, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui devrait... Donc, vous questionnez un petit peu la mesure, on va mettre... questionner peut-être la validité de ce qu'on appelle le cordon sanitaire en Belgique, en disant que ça permet la victimisation des sites d'extrême droite. Et donc le premier point, c'était aussi s'informer et former. Donc s'informer et donner des clés de compréhension aussi à la population. C'est bien ça? On avance encore un petit peu. Voilà. On peut demander aux différents groupes politiques comment eux vont faire pour appliquer un des premiers principes des droits humains. Et je ne vais pas être trop clérical en disant que la dernière décision qui a été prise au niveau de notre cas, c'est on met en premier point
qu'est-ce qu'on peut faire dans les domaines social, humanitaire pour les situations dans les différents pays. Ok, donc développer, je vais essayer de retraduire ce que vous avez dit, investir dans les réponses humanitaires. Quel lien est-ce que vous faites avec l'extrême droite? La déclaration des droits humains. Ok, ok. Réaffirmer la déclaration des droits humains, en fait, et du droit humanitaire. Qu'est-ce que les différents partis vont faire pour mettre en pratique, réaliser cet objectif de la déclaration des droits humains? Ok. Très bien. Je fais confiance à Virginie, elle fait ça très bien. On avance encore un petit peu vers moi. Oui. Oui. Alors, deux choses. D'abord, garder du lien. Garder du lien avec les personnes, notamment à travers le tissu associatif, pour écouter, démonter les arguments. Et d'autre part, le renouveau démocratique à travers les possibilités de participation citoyenne, dont on constate d'ailleurs qu'elle se développe pas mal au niveau communal. D'accord, la démocratie participative, on pourrait dire, c'est ça? Donc il y a favoriser le lien social, on pourrait dire, et l'écoute, ça vous renforcer aussi le point sur l'écoute du discours et des frustrations, et puis le renouveau démocratique, en particulier la démocratie participative. Un peu plus... Alors nous, au niveau du cordon sanitaire, il y avait les avis étaient mitigés, mais ce sur quoi on était tous d'accord, c'était l'importance de créer des lieux de rencontre qui soient organisés ou spontanés, la rencontre du débat, oser discuter, et en allant aussi plus loin, avoir des arguments concrets pour montrer que, par exemple, que l'immigration peut être une solution à beaucoup de problèmes sociaux. Notamment, on parlait du déficit de soignants. Je pense que notre système de santé s'écroule sans les personnes issues d'immigration, et ça, je pense que c'est des arguments concrets qui peuvent aussi aider à montrer les bienfaits de l'immigration de façon plus appliquée. Ok, donc je retiens des espaces de parole, des espaces d'échange, favoriser ces lieux où on peut y avoir des espaces d'échange, et sur l'immigration qui est un des chevaux de bataille de l'extrême droite, apporter aussi, démonter peut-être les idées reçues, avoir des arguments concrets pour démonter les idées reçues. Ok. Voilà, notre groupe en tout cas se rapproche plus des propositions de Madame Glatini. En ce qui concerne notamment le fait d'aller parler avec les gens, de les laisser s'exprimer, en fait, pour que quelque part il y ait un espèce de cadre et qu'il puisse y avoir des contre-arguments à ce qu'ils avancent, plutôt que de les laisser dans leur frustration et qu'ils aillent se renseigner et être désinformés sur les réseaux sociaux. Okay. Voilà, c'est principalement cette proposition-là qu'on a retenue parce qu'on était encore en train de discuter. D'accord. Très bien. Donc ça rejoint aussi certaines choses dont on avait déjà parlé aussi de répondre aux frustrations, écouter les frustrations, c'est surtout ça. Ne pas mettre les choses sous le tapis. D'accord, ne pas mettre les questions gênantes sous le tapis. Ok. Alors on va repartir par l'avant. D'accord. Oui. J'ai rien de très nouveau à ajouter, la plupart des arguments ont été dits, donc on a pensé, le fil rouge de ce qu'on disait, c'est qu'il faut être sur le terrain où l'extrême droite recrute, c'est-à-dire donc effectivement écouter les gens et lutter contre les arguments aussi de l'extrême droite, quoique ce ne soit pas toujours facile pour tout le monde dans le milieu où il est. Développer des activités aussi pour les jeunes et donc à travers la subsidiation, des choses comme ça, parce que les jeunes ne sont pas moins informés et sont peut-être plus sensibles que les adultes, n'ayant pas une série de prérequis, et favoriser effectivement les corps intermédiaires. Et comme les autres groupes, finalement, ça amène une discussion sur le cordon sanitaire. On comprend qu'il faut qu'il y ait un cordon sanitaire, puisqu'il ne donne pas. Puisque l'extrême droite dit qu'elle n'est pas favorable au système dans lequel nous voulons vivre, c'est-à-dire la démocratie. Donc, s'ils ne veulent pas participer à la démocratie, on n'a pas besoin d'eux, donc on les exclut. Mais d'un autre côté, on ne les écoute pas. Et nous ne prenons pas l'occasion de démonter leurs arguments dans les occasions. Ok. Donc, je retiens peut-être quelque chose de nouveau dans ce que vous avez dit. C'était aussi sur les jeunes en particulier, insister sur la formation des jeunes, avoir aussi des espaces d'échange et d'information avec les jeunes en particulier. D'accord. Voilà, un peu plus loin, David.
Ben, nous, il y avait deux propositions qui sont sorties de notre groupe. La première, c'était concernant l'éducation, peut-être favoriser l'éducation à l'entraide, à certaines formes de valeurs dès le plus jeune âge, peut-être plus insister là-dessus. Et la seconde, elle concernait ce brassage citoyen et potentiellement développer un service civique obligatoire qui permettrait ce brassage citoyen. C'est vrai qu'on dit qu'auparavant, l'armée était un petit peu, où le service militaire était un lieu où on rencontrait les différentes couches de population se rencontraient. C'est un petit peu aussi dans ce sens-là de proposer un service civique. Et puis, là, si j'ai compris ta proposition aussi, c'est éduquer les enfants à l'entraide dès l'école, dès le plus jeune âge, en fait. C'est ça. Merci. Est-ce qu'il y a encore un groupe, je pense, oui, ou deux même? Oui, on n'avait pas vraiment fini de trouver des idées en commune, mais on avait parlé de plus d'intermédiaires en fait avec des guichets humains. On a parlé aussi de trouver de l'argent pour les différentes points évoqués comme l'éducation, comment par exemple un taxe riche, et aussi en diminuant le temps de travail pour avoir peut-être plus de temps comme on fait ce soir pour s'impliquer en société. D'accord. Donc voilà, différentes propositions, diminuer le temps de travail. Il y avait aussi la première chose que tu as dite. Les guichets. Ah oui, des guichets. Un peu lutter contre la fracture numérique aussi, ou la numérisation de beaucoup de services. C'est un petit peu dans ce sens-là que vous parlez de guichets. Oui. Ok. Voilà, ça fait pas mal de propositions. J'espère que... Est-ce que vous les avez notées, ou bien c'est bien de tourner le tableau vers vous? Mais donc, Simon Pierre, je repasse la parole à Simon Pierre qui va vous donner la parole. Oui, donc vous avez maintenant 3 minutes chacune et chacun pour réagir. Je propose qu'on commence dans le sens inverse. Donc, tout d'abord par Andrea Rea, pour voilà, donner votre sentiment, peut-être épingler, rebondir sur l'une ou l'autre proposition, peut-être pas tout, mais voilà, en 3 minutes en tout cas. Ah oui, le micro. Vraiment, je suis très satisfait de l'échange et aussi de la manière de l'organiser, donc je trouve vraiment super, j'en ai déjà fait quelques-uns et là, la dimension dynamique est vraiment importante et ça œuvre déjà quelque part à lutter contre l'extrême droite, ça nous permet de discuter avec vous et aussi d'avoir un retour de vos points de vue. Moi, je partage plein de choses, je vais revenir sur un, puisque ça revient, c'est le cordon sanitaire médiatique. Alors, il faut quand même être précis sur ce que ça signifie. Le cordon sanitaire existe toujours en Flandre, c'est le Vlaams-Belang n'est dans aucune coalition, dans aucune commune, nulle part. Donc c'est mis à l'écart dans les coalitions politiques. La différence avec la partie francophone, c'est que nous avons une histoire que nous avons gardée, qui est le pacte culturel de 1970, et qui permet, qui était un principe fondamental, que quand on a un groupe minorisé, à l'époque c'était les catholiques chrétiens dans certaines localités très socialistes où ils ne pouvaient pas accéder au budget, et l'inverse d'ailleurs, pour permettre en fait aux groupes minorisés de pouvoir avoir quand même des budgets, une salle, etc. C'est ça l'historique du pacte culturel. Permettre aux minoritaires d'avoir une représentation. Dans le cas spécifique du pacte culturel par rapport au cordon sanitaire médiatique, il n'y a qu'une institution qui est impliquée, c'est la RTBF. Et où il y a eu un débat au moment où le Front National était fort, de savoir est-ce qu'il allait aller au conseil d'administration, parce que ça ne se posait même pas au niveau uniquement de la représentation politique, d'aller parler à la télévision. Il y a un accord au sein de la RTBF, il y a un accord de la Fédération avec Bruxelles, et il y a un accord, je dirais presque tacite des journalistes, il y a une norme, là on peut pas, il y a une norme, quelque chose qui est accepté, qui est on n'invite pas les représentants de l'extrême droite. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne s'informe pas sur qu'est-ce que l'extrême droite. Et ça ne s'applique pas du tout à la presse écrite, hein, il faut le savoir, ça ne s'applique pas du tout à la presse écrite. Mais on informe sur l'extrême droite, on parle de l'extrême droite, on fait un reportage sur l'extrême droite. Les reportages sur Dries Van Langenhove, quand même condamné pour apologie du nazisme et haine à la... Bon, il était quand même député de Vlaams-Belang. On n'invite pas sur le plateau de télévision les représentants de l'extrême droite. C'est ça que ça signifie en fait, actuellement, le cordon sanitaire médiatique. Et moi je suis de ceux qui pensent que c'est une bonne chose. Il y a aussi une autre chose, parce que l'un d'entre vous l'a évoqué tout à l'heure, nous sommes dans un système qui est encore public.
Alors après, on peut dire les RTBF, c'est ceci, c'est cela, et tout ce qu'on veut. Le jour où les médias sont pris dans les mains, comme en France, par Bolloré, condamné au motif qu'il n'y a pas de pluralisme. Mais si vous regardez ces news, moi je le fais, mais bon, après j'ai quand même une boîte d'Afalgan pour pouvoir vivre, parce que c'est vraiment dur. La question de la privatisation des médias est autre chose bien plus dangereuse aussi par rapport à ça. Donc voilà, je vais m'arrêter là, mais c'est pour dire, pour bien expliquer aussi quel est l'espace de ce que ça signifie le cordon sanitaire médiatique, c'est ne pas donner la possibilité à un représentant de l'extrême droite d'aller sur le plateau télévision de Jeudi en prime ou QR ou que sais-je encore. Oui, merci. Ben, ce sont des choses très intéressantes et je sens qu'on a tous le sentiment qu'on n'a vraiment pas perdu notre soirée, donc merci pour ça. Réaffirmer les accords qu'on a passés sur le cordon sanitaire, bien sûr. Hein, donc on a plusieurs partis signataires, dont le mien, dont le MR et également le PS Écolo Défi. Donc on n'a aucun problème à réaffirmer le cordon sanitaire, bien au contraire. Nous avons aussi annoncé que nous ne ferions pas des accords avec les extrêmes, donc ni avec l'extrême droite, ni avec l'extrême gauche, même si bien sûr ça n'empêche pas qu'on parle avec des individus. Et ça me paraît fondamental. Ça m'a été reproché récemment parce que j'avais dit que oui, je parlais avec des gens du PTB. Oui, et je trouve que c'est extrêmement important de garder le lien d'individu à individu, même si on réaffirme qu'on ne fera pas d'accord avec eux et qu'il y a cet engagement à ne pas former des coalitions avec eux, ni avec ceux qui feraient des accords avec eux. Je retiens le point très intéressant sur l'éducation. Vous savez qu'en Fédération Wallonie-Bruxelles, on a longuement débattu du cours de philosophie et citoyenneté, où il n'y a quand même qu'une heure, et c'est une frustration qu'on avait tous. Il y a plein de questions qui se posent quand on fait passer le cours de philosophie et citoyenneté de 1 heure à 2 heures. Il y a la panique des profs de religion, il faut pouvoir entendre leurs inquiétudes. Et trouver une solution pour ça, y compris budgétaire. Mais moi, je suis une fervente partisane d'un passage à 2 heures, parce que je suis convaincue que nos élèves et nos étudiants n'ont pas tous les outils en 1 heure. Vraiment, ce n'est pas assez 1 heure. Je suis stupéfaite de voir que, par exemple, certains élèves n'ont pas eu de cours d'histoire suffisamment approfondis que pour avoir étudié la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, en sortant de secondaire. Donc ça c'est vraiment inquiétant. Hein. Le moment fondateur de l'Union européenne, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Donc si on passe ce cap-là, je ne sais pas comment on peut comprendre notre société contemporaine. Je retiens aussi beaucoup d'idées sur donner la parole à l'extrême droite, comment faire pour déconstruire un discours qu'on n'a pas entendu. Moi, c'est vraiment une chose qui m'obsède. Donc comment ne pas leur donner de la place dans l'espace médiatique, mais en même temps, comment... je parlais de ma voisine. Alors, je vais évidemment pas dire de qui il s'agit, et je ne vais pas dire de quelle voisine en particulier, si c'était quand j'habitais Marche ou Bruxelles, mais moi j'avais une voisine qui toute la journée me racontait des trucs d'extrême droite. Et c'était vraiment dur, ça m'obligeait à aller chercher, vraiment à me questionner. Donc comme la jeune dame disait tout à l'heure, aller parler de ce que la migration peut apporter dans le secteur des soins de santé par exemple, et ça m'obligeait à aller chercher des solutions très concrètes. Et donc je trouve que c'est extrêmement intéressant d'avoir une personne de référence comme ça, qui vous permet de fourbir vos arguments et voilà, je retiens aussi l'idée qui a été dite là, de ne pas mettre ça sous le tapis, d'oser en parler. Alors bien sûr, après, on est très vite stigmatisé. Il y a une espèce de chape de politiquement correct comme ça, et donc dès que quelqu'un ose sortir du politiquement correct, il s'en prend une dans la figure. Moi, je suis convaincue qu'il faut continuer à le faire et rester crédible, évidemment, dans les réponses qu'on apporte. Et un dernier point, et après, parce que je vais être trop longue, mais le service civil obligatoire me paraît une super idée. Je vais faire une référence avec le service militaire, parce que c'est pas ce que vous aviez en tête, mais moi, j'ai parlé avec beaucoup de personnes de ma famille qui l'ont fait. Mon père y a échappé tout juste parce que je suis née, mais mes oncles, donc ils peuvent me dire merci, mais mes oncles qui m'ont parlé du service militaire me disaient, alors c'est pas du tout qu'on veut rétablir le service militaire et vous aviez autre chose en tête, mais il y a quelque chose de très intéressant dans le service militaire obligatoire, c'était que vous parliez avec des gens avec qui vous ne parliez jamais d'habitude. Donc toutes les couches de la société se rencontraient.
Et donc, évidemment, ici, on ne parle pas de remettre en place le service militaire, personne n'en veut, mais en tout cas, c'est pas la proposition qui est sur la table, c'est pas celle que vous avez formulée, mais en tout cas, parler de service civil me paraît extrêmement intéressant pour qu'à un moment donné, des gens qui, a priori, ne sont pas destinés à se rencontrer, eh bien, se rencontrent, et qu'on ait vraiment ce mixage de population. Ça me paraît vraiment une idée extrêmement intéressante. Merci. Juste pour qu'on soit clair, moi quand j'ai parlé de fait de discuter avec l'extrême droite, je parlais des cadres du parti de l'extrême droite. Donc accepter de débattre avec quelqu'un, comme disait Bourdieu, accepter de discuter avec quelqu'un, c'est lui reconnaître une légitimité démocratique. Moi je différencie complètement le fait de discuter avec les électeurs de l'extrême droite du fait de discuter avec les dignitaires de l'extrême droite. C'est complètement différent. En fait, moi je suis pour discuter avec tout le monde qui ne sont pas des professionnels de la politique. Parce que quand on discute avec un professionnel de l'extrême droite, on discute, on est courtois. Quand on est courtois avec quelqu'un, on lui reconnaît une certaine légitimité. En fait, moi, je ne reconnais aucune légitimité à l'extrême droite. Et aucune légitimité à être sur la même table de discussion que moi. Je suis de ceux qui disent que pour les électeurs, ils sont fâchés mais pas fachos. Si vous vous rappelez bien de cette citation, moi je pense qu'il faut discuter avec les gens, toutes les personnes, et reconnaître même les problèmes qu'on pourrait dire c'est du politiquement incorrect, etc. Non, quand il y a des problèmes d'immigration, des problèmes de sécurité, des problèmes avec les gens qui ont peur que la rue Neuve ne ressemble plus à la rue Neuve quand ils y allaient durant les années 80, il faut écouter ça. Hein. Moi je suis pour qu'on parle de ça, qu'on discute, qu'on en parle avec des chiffres, en décryptant des discours, etc. Le deuxième point dans vos propositions qui m'a attiré mon attention, c'est la question de votre interrogation sur comment se fait-il qu'aujourd'hui on défend encore le cordon sanitaire médiatique. André l'a très bien expliqué, son histoire, comment il est arrivé, etc. En fait, c'est juste une question de rapport à la science et à la statistique. Comme je l'ai dit tantôt, la Belgique francophone, c'est la seule région où l'extrême droite est inexistante dans les parlements. Et c'est par hasard, c'est la seule région qui ne donne pas la parole en direct à l'extrême droite. Je ne dis pas que corrélation veut causalité, mais quand on donne la parole à une heure de grande écoute à des gens et qui, comme l'a rappelé Andrea aussi, en 1 minute 30 rappellent des évidences avec la bonne phrase qui choque, qui marque, etc., ce n'est pas des séances comme celle-ci où on peut discuter, décortiquer les discours, aller au fond des choses et décrypter leurs arguments un à un. Et donc là, moi je pense qu'on doit parler de l'extrême droite, on doit préparer les contre-argumentaires, on doit décrypter leurs discours, mais finançons encore plus le CRISP, il y a des gens qui le font très très bien. Donc en fait, il faut juste plus d'heures d'antenne à des spécialistes de l'extrême droite qui font passer des passages et qui décryptent derrière. Ne pas les inviter à titre officiel comme des égaux et des égales à des personnes qui sont dans le camp démocrate. Voilà. Merci. Peut-être sur 2-3 éléments, mais beaucoup de choses ont été dites. Je voulais rebondir d'abord sur un élément qui a déjà été beaucoup évoqué, celui du cordon sanitaire politique et médiatique. Alors je ne vais pas revenir longuement sur le médiatique. Ça a déjà été fait par André Area, je partage largement ce qui a été fait. Simplement de rappeler qu'on a eu ce que certains qualifient de rupture de cordon sanitaire médiatique en 2023. Alors au sens strict, ce n'en était pas vraiment une parce que ce n'était pas dans les conditions du direct. Mais au mois de mai 2023, le Vlaams Belang avait organisé un vaste rassemblement sur la place de l'Albertine à Bruxelles. Et y étaient présents certains représentants de l'extrême droite francophone, M. Borbouze, ancien parlementaire du Front National, M. Munier, président du parti Chez Nous, par exemple. M. Munier a réussi à obtenir 10 secondes, on peut chronométrer, mais ces 10 secondes, c'est très court, qui lui ont permis d'apparaître au JT de la RTBF à 19h30 ce soir-là. Alors il est très difficile de pouvoir mesurer concrètement l'impact de cette séquence, mais enfin on peut quand même tenter quantitativement et qualitativement de voir l'effet. Qualitativement, ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y avait l'idée du pied dans la porte. J'ai pu le ressentir, plus que le ressentir, mais une motivation très forte qui s'est exprimée au sein du parti Chez Nous de dire « ça y est, on a rompu le cordon sanitaire, on a le pied dans la porte, on ne lâche plus, on va réussir maintenant à se faire connaître ». Quantitativement, alors ça vaut ce que ça vaut, ce n'est pas une méthode bien spécifique ici, mais
sur le coup, c'est une manière simple de pouvoir tenter d'évaluer les faits. J'ai tenté de regarder sur les réseaux sociaux l'impact, juste après cette séquence, le nombre de personnes qui étaient présentes sur la page Facebook de ce parti. Alors pardonnez-moi, je serai imprécis parce que je n'ai plus les chiffres en tête exacts, mais à quelques centaines près, on était à 9500 followers sur cette page créée en 2021. 48 heures après, on était plus entre 13 et 14 000. Donc on voit quand même que ça a suscité des questionnements, des réactions, pas que de personnes qui voulaient voter ou qui voulaient rejoindre cette formation politique, mais ça lui a permis de gagner en visibilité néanmoins. Et donc on voit que ces 10 petites secondes, qui n'étaient pas du direct, qui n'étaient pas au sens strict d'une rupture du cordon sanitaire, elles ont quand même eu un effet. Je dis ça, je ne dis pas que je suis pour ou contre le cordon médiatique, ce n'est pas mon rôle ici, mais enfin, pour moi, il y a quand même un effet qui est existant. Côté politique, il y avait cette suggestion de re-signer ces accords, ça a déjà été rappelé aussi, ça l'a été. En fait, ces accords, puisqu'il existe bien un protocole en Flandre qui remonte déjà à 2000 pour sa dernière version signée, ce qui veut dire que, assez logiquement, la NVA créée en 2001 n'a pas pu le ratifier, ce qui sans doute l'arrange peut-être en partie, mais on a, côté francophone, un autre protocole signé pour la première fois le 8 mai 1993, re-signé en 98, re-signé en 2002, et la dernière fois, le 8 mai, je crois que c'était 2 jours avant dans les faits, re-signé et mis à jour aussi. Cordon sanitaire politique, ce n'est plus exclusivement aujourd'hui l'idée de refuser de gouverner avec l'extrême droite, ça c'est l'esprit de base du cordon sanitaire tel qu'il a été imaginé à la fin des années 80 en Flandre, au début des années 90 en Belgique francophone. Aujourd'hui, il y a toute une série d'autres mesures qui sont incluses à ce principe de cordon sanitaire. Il ne tient plus en quelques phrases comme historiquement, il tient en quelques pages en réalité, puisqu'il a été annexé un code de bonne conduite qui avait déjà été préparé en 1999, en réalité à la veille du fameux scrutin de juin 1999, le premier méga scrutin en l'occurrence. Et ce code de bonne conduite, il va très loin. Ça va à l'idée de ne pas participer à un débat en direct, ne pas accorder une interview croisée avec un représentant de l'extrême droite, jusqu'au fait de ne pas entretenir de relations de sympathie. Peut-être un peu loin, mais il ne m'appartient pas ici de trancher là-dessus, mais pour dire que ce cordon sanitaire politique s'est renforcé dans le temps, et on y a même ajouté la relation sur les réseaux sociaux, ne pas partager, par exemple, de contenu publié par des représentants de l'extrême droite. Ça, c'était pour la question du cordon. La question des réseaux sociaux a été évoquée brièvement. Peut-être un élément, sauf erreur, que je n'ai pas entendu en soi, c'était la question du financement. Et potentiellement de limites qui peuvent être ou pas imposées aux partis. Je le citais tout à l'heure, presque 1 700 000 € rien qu'en 2023 par le Vlaams Belang. Pour prendre une autre échelle, le seul 1er juillet 2023, 33 500 € ont été dépensés sur Facebook par le Vlaams Belang. C'est colossal. Évidemment. Alors, juste derrière, ça se joue à quelques dizaines d'euros, intervient la NVA, pas d'extrême droite, on l'a dit, et puis bien plus loin, le PTB, et puis d'autres formations politiques, bien entendu, aussi. Je ne dis pas il faut le faire ou pas, mais c'est une réflexion peut-être complémentaire en la matière. Et le dernier élément qui, me semble-t-il, a été abordé, mais sous un autre angle, c'est la question de la normalisation de l'extrême droite. On n'est pas sur l'extrême droite en amont, mais plutôt en aval, une fois qu'elle est là. On voit quand même qu'aujourd'hui, on a des processus par lesquels l'extrême droite tente elle-même de se dédiaboliser, c'est un terme qu'on entend souvent, de gagner en respectabilité, de se normaliser. Parfois, j'ai tendance à dire de se partisaniser, c'est-à-dire de enfin se présenter comme un vrai parti, c'est-à-dire qui a la volonté de participer au pouvoir. Pas pour tous, mais enfin, de plus en plus. Ce n'était pas le cas il y a encore quelques années. D'ailleurs, au sein du Vlaams Belang, certains, Philippe de Winter ou d'autres, ne sont pas encore tout à fait et véritablement sur cette longueur d'onde non plus. Ça a valu des tensions au sein du parti pendant longtemps. Mais c'est aussi le fait d'autres acteurs qui parfois peuvent aussi contribuer à la normalisation de ces idées. Je voudrais partir ici sur le cas français, je ne serai pas beaucoup plus long, mais pour illustrer cette normalisation telle qu'elle s'opère, il y a un sondage mené chaque année depuis le début des années 80 en France qui permet d'évaluer l'image du Front National, telle qu'elle est renvoyée, telle qu'elle est perçue par la population. C'est le fameux baromètre d'image du Front, désormais du Rassemblement National. Plusieurs questions sont reprises dans ce sondage, dont une, dans quelle mesure considérez-vous que le Front ou le Rassemblement National est un danger pour la démocratie ? Dans les années 90, on était encore, grosso modo, selon les années, mais aux alentours de 75% des citoyens et citoyennes en France qui considéraient que le FN était un danger pour la démocratie française. Aujourd'hui, ces données datent de décembre 2023, les toutes dernières récentes, on est à 41. Alors, selon qu'on regarde
le verre à moitié vide ou à moitié plein, on peut se dire la normalisation n'est pas totale, ce qui est vrai. Enfin, on voit quand même qu'on est passé sous la barre des 50% et qu'il n'y a aussi, entre guillemets, que 41% de la population française qui considère que c'est un danger pour la démocratie. Ce qui est intéressant, c'est de voir que sur le fond, quand on compare les programmes des années, surtout à partir des années 90, 80, il y a quand même des évolutions, notamment sur le plan socio-économique, mais les programmes de 2022 ou d'aujourd'hui du Rassemblement national, sur le fond, ils ont quand même très peu évolué en matière migratoire, en matière sécuritaire, et même sur certains aspects socio-économiques, il y a une évolution récente, mais le tournant s'opère déjà dans les années 90, ce qui permettait à certains collègues français, Pascal Perrineau, Nona Maillère, de parler de gaucho-lepénisme ou d'ouvriero-lepénisme, par exemple. Donc ça, c'est le dernier aspect, peut-être de manière complémentaire, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses très intéressantes qui ont été amenées, mais que je souhaitais souligner pour contribuer encore un peu plus aux discussions. Merci beaucoup à tous les quatre. Avant de terminer la soirée, on va vous proposer un dernier petit exercice, plutôt de relecture de la soirée, individuellement, et puis on laissera encore la parole à nos quatre intervenants, enfin nos trois intervenants, en fait, candidats politiques. Donc tout d'abord, on va vous proposer chacune et chacun pendant 1 minute de prendre un petit temps personnel de relecture de ce qui s'est échangé. Donc voilà, un peu faire le bilan de ce que vous retenez de la soirée. Et à nos candidats politiques, à l'issue de cette minute de réflexion, nous vous proposerons de relever une chose qui vous a particulièrement touché dans ce qu'a dit un autre candidat, une autre candidate, et qui contribue, selon vous, à la recherche du bien commun. Voilà. Donc maintenant, je vais vous redonner la parole, mais vraiment 30 secondes à nos trois candidats et candidates pour partager quelque chose que vous avez trouvé particulièrement intéressant, touchant dans ce que notre candidat ou candidate a dit. Je vais commencer cette fois-ci par Mme Bessie. Merci. Moi, ce qui m'a touchée, ou en tout cas émue, c'est que vous passiez votre soirée à parler de ça et à faire de façon très subtile des suggestions. Donc, c'est très intéressant. Nous sommes tous en campagne électorale, hein, donc on compte tous notre temps pour essayer de gagner des voix, vous voyez. Et en fait, ici, on a des citoyens qui nous donnent des pistes de réflexion de façon subtile, et donc on ne doit pas déballer notre programme. On peut repartir avec sous le bras, mais c'est plutôt vous qui nous proposez des choses, et donc c'est plutôt cette démarche inverse qui m'intéresse beaucoup en campagne électorale. Bon, vous allez dire que c'est typique d'un organisme d'éducation permanente, mais c'est extrêmement intéressant en pleine campagne électorale de pouvoir éviter de déballer. Alors le MR dit ça, le PS dit ça, l'écolo est obligé de sortir tel truc, et c'est plutôt des idées qui viennent de vous dont on peut s'emparer. Donc c'est vraiment ça qui m'a touchée, que vous ayez passé votre soirée à nous suggérer de façon subtile des pistes. Merci. Je pense que c'était ce qui nous avait intéressé chez l'un ou l'autre, c'est ça, si j'ai bien oui, je vais faire il y a mon prof qui est là, je vais faire le premier de classe et je vais respecter la consigne. Chez Madame Latini, moi c'est la promesse que vous avez faite de ne pas gouverner avec l'extrême droite et de ne pas gouverner avec des partis qui gouverneraient avec l'extrême droite. Ah oui, mais bien sûr, mais donc c'est rassurant. Moi, du coup, c'est un truc positif que je retire de ce que vous avez dit aujourd'hui. Et un truc qui m'a touché dans ce qu'a dit Andrea, c'est parce qu'on en a déjà parlé, c'est le refus de nationalité qu'il a eu parce qu'on a estimé qu'il n'était pas assez intégré socio-économiquement en Belgique alors qu'il était professeur à l'ULB. Donc ça, c'est quand même, ça démontre en fait l'absurdité parfois de ces règles, d'autant plus que moi-même, j'étais étudiant étranger pendant des années à l'ULB parce que j'ai grandi au Maroc. Et donc cette question j'ai survécu à Théo Frankel comme secrétaire d'État à l'immigration en étudiant étranger. Donc ça me touche beaucoup et je vois ce que c'est cette fameuse boule au ventre au 31 octobre pour le renouvellement du séjour pour celles et ceux qui voient de quoi je parle. Voilà. Alors, je vais suivre la consigne à moitié. La première chose, c'est quand même, de nouveau, c'est ce que Valérie a dit sur... J'entends bien de toute façon le fait de la stigmatisation des riches et que c'est quelque chose qui devient
insupportable à partir du moment en plus où ça devient de la persécution presque personnelle, et que la question doit être posée au niveau global et pas au niveau individuel de toute façon, et qu'il faut tenir compte de certaines manières de faire de certains, en particulier pour le pouvoir du PTB, sur ce sujet-là. Par contre, moi qui viens de l'éducation permanente, puisque j'ai travaillé dans l'éducation permanente pendant 10 ans pendant l'ULB, je suis vraiment très heureux de la manière dont les choses se sont passées ici, et je voudrais le redire. Participer au bien commun, c'est construire ensemble le bien commun. Et le bien commun se construit ensemble en faisant ce qu'on fait ici, je pense, pas uniquement dans un dispositif où on va parler entre nous. Bon, on n'était pas prêt à faire des petites phrases entre nous méchantes, parce que ce n'était pas ça l'objectif, et on se connaît si on n'est pas dans cet esprit-là, mais on va le voir dans d'autres débats. Mais en même temps, c'est vraiment de pouvoir travailler avec vous, où des programmes ont été faits, mais en tenant compte aussi à la fois de ce que vous pensez, de ce que ta voisine pense à certains moments, mais aussi de réfléchir ensemble, même si on n'est pas nécessairement d'accord. Et je pense que ça, c'est important. On n'est pas obligé d'être d'accord. On peut avoir des différends, mais on ne doit pas être dans la haine de l'autre. Moi, le problème dans l'implication par rapport aux politiques, ce n'est pas être dos à dos, on peut être face à face, on peut ne pas avoir le même point de vue, mais on a aussi le respect mutuel de l'autre. Et je pense que c'est ça qui, aujourd'hui, instille l'extrême droite, c'est la haine de l'autre. La haine de l'autre. Et la haine de l'autre, c'est la disparition, en fait, c'est par rapport aux droits humains qui a été évoqué tout à l'heure, c'est la disparition de l'humanité de l'autre. Et je pense que ça, c'est un des points essentiels et qui différencie peut-être l'extrême droite des autres partis politiques. Merci beaucoup. C'est maintenant l'heure de conclure et vraiment je vous remercie au nom de toute l'équipe du Centre Avec pour votre participation, pour avoir joué le jeu aussi de l'échange, de la participation. Merci aussi à chacune et chacun de vous également pour votre présence et votre participation active. Voilà, c'est des moments importants pour la démocratie et ça nous touche que vous contribuiez à ces moments-là. On a d'ailleurs des petits cadeaux, je me tourne vers Virginie, pour nos intervenants. Et alors, je me permets de rappeler que la soirée de ce soir, on vous propose une participation aux frais libres, donc selon vos moyens. Donc voilà, si vous n'avez pas eu l'occasion, n'hésitez pas à passer, ou pas, selon vos moyens. La revue en question est également disponible sur la table d'accueil à la vente, donc n'hésitez pas si vous voulez poursuivre les réflexions, et notamment sur la lutte contre les idées d'extrême droite. Et puis il y a d'autres thématiques aussi approfondies dans d'autres dossiers. Et puis on vous invite ici pendant une petite demi-heure, un petit verre de l'amitié, aussi dans l'autre partie de la salle, pour prolonger les discussions et pour se rencontrer, parce que c'est aussi important pour la démocratie. Merci à chacune et chacun.